Merci sur les temps directs et c'est la tribu de... Merci d'être avec nous. Merci. Oh là. Incroyable. Le pantalon il craque. Juste parce qu'il a fait celle-là. 50 balais. Ce pantalon qui vous entrave. Quelle souplesse testiculaire. Faut pas que le pantalon craque. Ah, ça, c'est pas tout le monde. Ils sont 3 en Europe à savoir le faire. Il y en a 3. Hein. Il y en a un qui est mort, ils sont 2. Il y en a un qui est mort en le faisant, merci. Bon, il est 18h47, comment ça va les chéris, tout le monde va bien? Ouais. Ça va, merci d'être là. Vous voulez rester debout, madame, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas, ça fait plaisir, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Comment ça va, tout le monde va bien? Ouais. Toujours avec une minerve, toujours mal au cou. Insupportable. Oh, il y a le retour d'Elisa. Ouais. Comment ça va, Elisa? Super. Elisa. Vous vous rendez compte qu'Elisa, elle était dans mon école? Incroyable. C'est fou. Non mais sans rigoler. Mon école, vous étiez avec moi quand j'étais en primaire. Non, mais ça nous rajeunit pas. Et après au lycée, non aussi? Mais arrêtez. Au lycée aussi, non? Au lycée. Ah ouais. Au lycée. Ouais, c'est vrai. Vous étiez déjà présentateur. C'est vrai? Là, vous oubliez de le dire. Non, c'est pas vrai, je me rappelle plus. Oui. Quoi? Ah ouais? Et vous, le groupe? Vous aviez C'est monté. vrai, exactement, Ouais, c'est vrai, j'avais monté un groupe. Ouais. Exactement. J'avais fait un petit business, hein. Ouais. Hein, c'était pas mal, hein. Ouais. Déjà, à 17 ans, Ouais, c'est vrai. Il avait du succès, un Cyril, groupe de quand il était quoi? très jeune. Beaucoup de succès. Beaucoup de succès. On rentrait de l'école, toutes les filles autour de lui. Déjà. Déjà. Non, mais on rigolait, ça va, on rigole, on peut être amis. Ah oui. C'est bon, les mecs, oui. oh, ouais. Non, mais c'est vrai. Et vous aussi, vous aviez un succès incroyable. Tous mes potes voulaient vous sortir avec vous. Voilà. Tous mes potes voulaient vous pécho. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est plus. Gabizon, Belliti. Normal, elle. Tout le monde. Artouk. Oui, bien sûr, mais tout le monde. Roger aussi. Et personne T'as réussi. n'a réussi. Exactement, personne. Hein, c'est Je vrai. suis le premier. Exactement. Exactement, Allez c'est pas vrai. le dire, Michel, arrête. Non, mais c'est vrai. Ça va, vous avez des bons souvenirs? Ah ouais. C'était les meilleures années. On était dans la même classe ou pas? Je me rappelle plus. Pas dans la même classe. Non. Ouais, c'est ça. T'étais en scientifique. Ah, c'est vrai. Bon, en ouais. éco. Ouais, j'étais en scientifique, moi. Ouais. C'est ouais, les gars. Scientifique. Moi, j'étais en scientifique. Il y en a là-dedans, il y en a Vous étiez là-dedans. en éco, exactement, c'est vrai. Éco. C'est vrai. Les têtes, à l'époque, c'était en scientifique. Ouais. En S. Qu'est-ce qui s'est passé alors Si, après? bac D. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après dans... Il y a eu un. Après, il y a eu un. Tu vois, ça c'est. dérapage. Non, mais Fait c'est des vrai, affaires. je me rappelle. Elle était en bac B, je suis. Ouais, excusez-moi, vous voulez pas fermer votre gueule? Non, mais non, mais depuis tout à l'heure, il dit des trucs, on comprend rien de ce qu'il dit. Merci. Oui, parlais qu'est-ce de qui se votre passe? bac, J'ai beaucoup parlé avec Elisa en Est-ce que coulisses. vous avez une question à lui poser? Oui, non, mais parce que je suis impressionné, c'est une businesswoman de dingue. Bien sûr. Je savais pas. Ah non, mais bien sûr. Elle pèse dans le game. Eh ouais, elle pèse grave dans le game. Non, mais Elle c'est était vrai. en éco, hein. Non, mais elle a eu des centaines de salariés. C'est peut-être la plus grande réussite de notre, C'est ça, de mais notre c'est lycée. fou. De notre Avec lycée. vous, Non, mais peut-être. c'est vrai. Je crois que c'est toi. Non, mais non, oui, mais non, mais moi, je passais très peu au lycée. Je passais très peu au lycée. Non, et Elisa, c'est incroyable. Et en plus, elle a un cœur en or. Depuis que c'est toujours été un amour. Tout le monde l'adore. Non, mais c'est vrai. Hein. Merci. C'est vrai. Hein. Et vous aussi. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais remercier toute l'équipe technique, les chroniqueurs pour leur bienveillance. Vous avez eu un César? Je l'avais pas fait la semaine dernière. Merci. Mais Ouais. pardonnez-moi, Ouais. Cyril, pendant toutes ces années, vous êtes resté en contact, vous vous êtes jamais perdu de vue. Non, pas vraiment, en fait. Hein. C'est vrai, Comment jamais. ça se passe, en fait? Épisodiquement. Ouais, exactement, on faisait c'est des vrai. coucous. Ouais, des petits coucous, tout ça. On est resté potes. Hein. D'accord. Et voilà, elle me racontait sa vie. Cyril est très, très fidèle en amitié. Je tiens à le préciser quand même. Hein, c'est vrai, elle me racontait quand elle a connu son mari. Après, Donc vous avez évolué en même temps, en fait. quand elle connaît un mec, elle m'appelle, elle me dit voilà, j'ai rencontré quelqu'un. D'accord. Bah, vas-y, on voit la photo, on voit le bail. Ok, c'est bon, je valide, merci. Voilà. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est vrai. Et ouais, après, j'ai envoyé la photo de Raymond, il m'a dit, je ne valide pas. Merci. Hein, voilà, non, mais voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Parce qu'elle est non, mais célibataire, elle était avec moi dans ma classe, elle était dans mon école pendant Ah oui, des années. bien sûr. Donc, elle sait tout de moi, tout. C'est vrai. Tout. Ah, je peux vous dire, j'étais en première S, etc. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu es actuellement Mais célibataire? non, on l'a dit. Ah, je sais, non. mais j'ai pas compris. Donc, Non, bah non, bah, vraiment en couple. Célibataire. elle n'est pas célibataire du tout. D'accord. Elle est vraiment en couple. Mais non, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah, c'est. Vous, Géraldine? Est-ce que quand Cyril était petit, jeune, Ouais. est-ce que toi, tu décelais chez lui une sorte de talent, justement? Est-ce que tu pensais qu'il aurait un destin? Ah ouais, parce qu'il était déjà très, très drôle.
Il faut savoir que Cyril, on rentrait tous les jours ensemble des cours, et on allait à l'école ensemble aussi. Et je m'arrêtais pas de rire, quoi. On était plusieurs, on était tout un groupe, on s'éclatait de rire. Parce que Cyril était très très drôle. Il était comme il est. En fait, il n'a pas changé. Il était comme ça déjà. Mais tu le voyais quoi? Tu l'imaginais quoi? Il allait pas être oui, comique. moi je pensais qu'il allait faire du stand-up ou Cirque. voilà. Cirque, Il en a exactement. fait. Il en a fait. Et puis je te dis, il a toujours été présentateur. C'était en lui, c'est dans son ADN. ADN. Raymond, peut-être une question perso. Perso. Une question perso, est-ce que t'as jamais eu des vues sur Cyril? T'as jamais eu envie d'essayer une tentative avec Cyril? Non, Et inversement. Elle est validée cette question? Et inversement. À l'école? Elle peut lui dire. Tu vas me le dire. Aucun problème. franchement, Attends, réponds pas trop vite. Non, En toute honnêteté, toute honnêteté, quand tu l'as vu se dire, voilà, il crée le groupe, c'est lui le meneur, toutes les filles attendent à l'école, tu sentais qu'il allait se passer un truc avec ce mec-là, tu sentais qu'il était plus ouf que les autres. Jamais tu t'es dit, ça, c'est lui qu'il sûr. me faut? Plus ouf que les autres, Bah, on c'est le sûr. savait, donc jamais? Il n'y a pas eu un Non, truc? non, parce qu'on était vraiment très amis, vraiment. Il n'y avait pas d'attirance physique. Non, Amitié homme-femme? non, amitié. Non, Ouais, moi mais j'y je te jure, crois. Mais ça j'y ne crois, nous a moi, jamais j'y crois. traversé l'esprit. bon Vous étiez ailleurs, en fait. Ailleurs. Bon, moi, j'étais beaucoup ailleurs. Hein. Elisa était là, mais moi, j'étais ailleurs. Moi, Ok. moi, j'étais dans mes business. Moi, je faisais des business de cartes McDonald's aussi à l'époque. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais dans le business déjà à Qu'est-ce l'époque. que t'as Moi, pas fait, je me toi rappelle, hein. C'était avec un ami, on s'est voilà, et donc on n'était pas du tout là-dedans. Oui. Maintenant qu'on sait que tu es ami avec un homme de pouvoir, bientôt un chef d'État, est-ce que ça change Non, le regard des gens sur toi? Trop tôt. Écoute, j'espère pas. En tout cas, pas des gens proches de moi. Moi, j'ai toujours eu un noyau dur autour de moi. Et même si je connais beaucoup de gens... Noyau dur, tu parles pas de Cyril. Mais bon, Je suis une amie, hein, Non, ça, je pense pas que ça ait Ça t'empêche changé pas le d'avoir regard des gens. yeux? bien sûr. Gilles Verdez. Est-ce qu'il trichait à l'école? Beaucoup. Non. Pourquoi vous dites ça, Gilles? Non, Un peu non, c'est question, pas un tricheur. Merci. Attention, oui, vous. Oui, alors en fait, l'amitié fille-garçon, ça marche vraiment que quand les deux se trouvent très moches. Ouais, c'est Est-ce vrai. que dans votre cas de figure, est-ce que vous vous trouvez dégueulasse ou est-ce que c'est... c'est elle a raison. Très bonne question. Franchement, Non, bravo. clocher en fait, dans votre histoire d'amour. En fait, des fois, tu veux pas gâcher justement une amitié. Et tu sais que s'il y a une relation ou s'il y a une histoire d'amour... Mais moi, j'étais tu pas risques. là-dedans, Elisa. Ouais. Elisa, en fait, c'était parce que c'était un peu, voilà... moi, je Les gars, hein. Elle moi, était inaccessible, en Mais fait. non, j'étais pas là-dedans, moi. Elle Non, il était dans la rigolade. Ouais, franchement. C'était vraiment, on était une bande de copains, franchement. Ouais. Vous étiez asexués à cette époque-là? Oui, vous. Quoi, moi? Bon, merci. Oh Jean-Michel Maire, merci. Jean-Michel Maire. Oui, donc, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas aucune amitié entre nous deux. Donc, Ouais. samedi soir, quel est le programme de samedi soir? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ou pas? Et est-ce que vous avez déjà fait des sorties de route? Et si oui, Non, non, mais Jean-Michel. pas avec le mec actuel, mais avant. Oui, c'est déjà Non, arrivé. pas Et de qu'est-ce qui a sortie de fait que route. vous êtes déjà sorti de route? Parce que je sache quel chemin emprunter. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Ouais, Jean-Michel, il n'y aura jamais rien entre nous. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. J'ai une question. Oui. Maintenant qu'on se connaît un peu, tous, est-ce que si tu étais célibataire, Ouais. tu préférerais être avec un des chroniqueurs? Mais on l'a déjà fait la semaine dernière, elle a dit Raymond. mais là, elle a changé d'avis. Mais non, il y a les eu des mecs, discussions. les mecs, à chaque fois qu'ils posent cette question avec une meuf, parce qu'il Ouais. l'a fait au restaurant la dernière fois. Sachez-le, on était au restaurant la dernière fois. Il a demandé, c'est extraordinaire. Ça, c'est vrai. C'est extraordinaire. C'est hein. spécial. Moi, je devais pas. Ils me disent, viens, on va au restaurant. Et on va au restaurant ensemble il y a longtemps. Il y a peut-être, j'ai pas trop. Ils me disent, on va au restaurant, et je vois lui, il est avec une copine. À lui, et elle est en face de lui, et il dit à la meuf, si t'étais pas avec un mec, est-ce que tu serais avec moi? Ouais. Elle m'a répondu un grand nom. Et la meuf lui a répondu non. Un grand nom. Ouais, c'est vrai. Et j'étais en larmes. Non en mais fait, c'est vrai, la meuf, et moi j'entends ça, je suis à côté, j'entends ça, elle lui dit non, pas du tout. Voilà. Et Il a besoin de se très dur. rassurer. Non, mais j'aime bien imaginer des scénarios comme ça. Non, mais en c'est même vrai. temps, il faut s'attaquer au célib un peu. Il y en a Ouais, plein. non, Non, mais dans un monde imaginaire, Ouais, mais même. s'il n'y avait pas ton... J'imagine. Non mais pourquoi vous cette question à chaque Mais fois? ça m'intéresse. Alors que vous prenez des vestes à chaque fois. Mais ouais, mais vous non. prenez des Non, vents à mais tu chaque veux que ma chaumière, elle explose en fait? quand Non, je non, rentre pas chez du moi, tout. tu C'est veux- un monde fictif. Mais non, Là, t'as le arrête avec choix. ton monde fictif, ton zizi il est pas fictif du tout, merci. C'est fou ça, ça suffit, merci. Lâchez-la. Vive les lignes.
Raymond, t'étais là comme moi. T'étais là comme moi. Ah, j'étais témoin, ouais. Non, mais je vais franchement- reprendre du Alexis Parmentier. Ouais. Parce qu'il est temps. Non, mais je vous jure, non, mais ce chien de la casse, il est en train, non, mais sans rigoler, il est en train de brancher, je le dis, j'en ai rien à Je foutre. vais pas brancher. Arrêtez. Non, arrête. mais c'est pas de la branche, ça alors, franchement, et il était avec une meuf, c'est de la chébran de fou. Face à arrête. face. Il est avec une meuf face à face. Et moi, je suis même pas dans leur conversation. J'entends le gars à un moment qui dit. J'entends le gars. Je suis pas du tout dedans, moi. Toi aussi, t'as entendu. Moi, j'aimais pas de J'entends le gars qui dit. J'entends le gars Jean-Michel qui dit à la meuf. Mais toi, si t'étais célibataire. J'entends ça. Si t'étais célibataire, est-ce que tu te verrais avec moi? Un suicide. C'est incroyable. Elle a dit c'est un grand nom. Mais elle a dit c'est un grand nom. Et j'ai fait la même à Polska aussi. Non, mais c'est vrai. Eh ben, c'est un grand nom aussi. C'est un grand nom aussi. immense. Non, mais c'est extraordinaire. Oui, Géraldine. Est-ce que Cyril a glow up par rapport à quand il était jeune? Est-ce qu'il est beaucoup plus beau maintenant? Est-ce qu'il est beaucoup plus attirant? Est-ce que tu trouves qu'il s'est amélioré au fil Écoute, des ans? je pense que les hommes se bonifient avec le temps déjà. Ok. Et puis Ouais, la c'est maturité aussi. Enfin, pas tous, hein. Ah, Jean. Pas tous, mais en général. Et puis il est plus sûr de lui, donc quelqu'un qui est sûr de lui. J'ai toujours été un petit peu sûr de moi, hein, quand même. Hein. Ouais, mais là vraiment, bon. Et pas, tu vois, voilà. T'as pas douté on est beaucoup. Introverti de ouf. Pas beaucoup douté, hein. Un mec qui doute beaucoup. Hein. Quelqu'un qui porte des pantalons ajustés comme ça, c'est qu'il est sûr de lui. Ouais, merci. Ah, qui sont pas entendre comme conneries. Merci en tout cas, Elisa. Et sachez, Elisa, que Guillaume, Jean-Michel, Thomas et Raymond sont prêts à vous accueillir à tout moment. Voilà. Il y a Vous êtes au courant que ma femme regarde l'émission? Bien sûr, ouais, justement, non, mais t'inquiète. au moins qu'elle sache le charreau que vous êtes. Merci. Ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Allez, vous savez qu'il y a Andrea qui est là le jeu. Oui. Ah oui. Alors, il devait venir hier. hier. Ouais, comme hier, on avait Éric Ciotti et Tiffany Ozière. On l'a mis aujourd'hui. Il est là. Heureusement que c'est toi, hein, j'ai failli pas venir. Hein. Non. Non, si, bien sûr que je serais venu. Qu'est-ce que tu as fait? Toujours. Ça va, Bonsoir mon tout le monde. chéri? Ça va? Et toi? Merci, je suis content de Plaisir te de. voir. Ah, moi aussi. Bah ouais, parce que hier, t'étais dans le couloir, le pauvre, il s'était habillé. Bah, je suis resté toute la nuit, hein. Etc. Je suis resté Il est toute la resté toute la nuit. Je dis, mais Non, mais j'ai attendu. C'est demain. Ouais. C'est demain. Non. À 22h45, quand c'était tout éteint, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va pas me faire passer ce soir. Ah, donc, tu vois, salut je vais toi. rentrer chez moi quand même. Ça va? Dieu qui va. Bon, allez, beaucoup d'images ce soir. On viendra évidemment sur le meilleur des interviews politiques. Mais juste avant, je crois que c'est là. Tiens, je t'ai chopé un petit billet. On part à Washington. Non. Ouais, je t'ai mis en classé, quoi. Ça va te faire les chevilles. Ah ben oui, mais faut Ouais, faut tu le vois. dire. Il faut le dire à Jean-Michel Apathy. Ah oui, c'est ça. Il m'a ouais. demandé. Ah oui, il m'a demandé si j'annulais mon voyage. Tiens, Jean-Michel Apathy. ouais. Non. Eh ben, deuxième voyage. Ah, vous On avez part à vu- Washington, tu vas voir. Ça va être l'occasion de t'as pas quitté X revenir sur l'investiture de Donald Trump. Je suis sur Moscou. YMCA, la musique qui aura marqué la campagne électorale. Alors, YMCA, 4 lettres fastoches, hein, et pourtant Apolline de Malherbe n'a pas eu la même version que nous. J'ai toujours essayé et dans les soirées j'avais toujours l'air nulle. Je faisais toujours le W au mauvais moment, le M au mauvais moment. Enfin, Le W Le je faisais W toujours le W au mauvais moment. Ouais, bon, je vous passe hein, les images qu'on a déjà vues et revues. Qu'aucun va. Visiblement, Donald Trump avait pris double bol de miel pops au petit-déj, vu la galère de costume. Allez, ça va le faire. Allez. Bon, bah pas cette fois, non. À part ça, les journalistes de BFM étaient un peu surpris par la musique pour accueillir les invités. Ouais, ça faisait un peu bouglione, hein, alors autant rendre l'entrée un peu plus raccord avec l'ambiance. Voilà, là on est dans le thème, là on est bien. Du côté d'LCI, soit le journaliste a loupé sa séance d'orthophonie, soit alors il était en plein AVC. Hein. Voilà, on voit le Orthophoniste, là, dit. Ouais, c'est noté. Hein. Après une longue journée d'investiture direction la Maison Blanche pour signer des décrets jusqu'au bout de la nuit, et visiblement, bah, c'est un peu plus compliqué le lendemain. Elle était pas bien. Mais pas de panique. La jeunesse a pris la relève. Son petit-fils Eric Luke Trump s'est même dit, tiens, et si je partais un peu en excursion, moi? Allez, on y va. Très vite rejoint d'ailleurs par sa sœur Carolina Dorothy Trump qui, elle, en plus, avait un petit creux. Et juste là. Et miam. Et hop là. Et surtout, bon appétit hein, si vous passez à table. Bon, ça va, Cassino ? Ils sont mignons.
Ils sont mignons. Toi aussi. Putain, j'ai failli oublier, je t'ai pas dit qu'on est passé à Washington. J'ai chopé le bouton magique de la Maison Blanche. Non, Tu sais, celui avec le coca, pour avoir des avec le quotients à soda, volonté. ouais. À tout moment, tu peux tester. Non, c'est vrai. Dans un souci de cohérence de la chronique, il faudrait que ce soit maintenant. Ah ouais. Oh, fort. Alors, j'ai modifié. J'ai modifié la commande, je connais un petit peu tes goûts, je t'ai pris une petite boisson à l'hibiscus. Oh, merci. Voilà, tu te mets bien quand tu veux. L'hibiscus qui fait du bien à... Ah, merci. On dira pas. Merci. Bon, après, on n'est pas à la Maison Blanche, hein, donc ça marche qu'une fois. Ah, ça marche qu'une fois, d'accord. oui, Le mec, le mec s'est barré, là, ça y est, merci. Très bien, merci. Bon, allez, on est bien de retour en France et heureusement que ce ne sont pas les journalistes qui s'occupent des noms sur les affiches de campagne, vu la galère que c'était pour eux cette semaine. L'investiture de Donald Trump. Et vous y serez, Sarah Capot, bonjour. Pas que ça. Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Binet. Dans ce grand jury, Jean-Luc Mélenchon. Un simple tweet de Marine Le Pen. Voilà pour le style Bayrou. Celle-là passe moyen. Hein. Apparemment, Nicolas Dupont-Aignan avait regardé Titanic la veille et voulait absolument qu'on le sache. Hein. Ça lui a fait toute l'interview. Le pays est en train de foncer comme le Titanic droit dans l'iceberg. Et le bateau France est en train de foncer vers l'iceberg. Le navire France fonce vers l'iceberg. Et la classe politique joue son petit orchestre. Vous connaissez l'histoire du Titanic? Ah bah oui. Si le capitaine avait changé de cap suffisamment tôt, il évitait l'iceberg. Oh, c'est si beau! Il y avait aussi le grand jury qui recevait Jean-Luc Mélenchon, hein, qui avait qu'une envie, c'était de mitrailler tout le monde, y tirer sur tout ce qui bouge. La taxation des hauts patrimoines qui a été évoquée par le gouvernement cette semaine. Voilà, vous avez très bien compris, c'est-à-dire que vous n'avez rien compris. Donc les syndicats, Jean-Luc Mélenchon... Non, c'est elle qui parlait, pas vous. Un garçon comme vous, qui a fait des grandes études, qui écrit des articles passionnants et tout ça, vous faites comme si vous comprenez rien. Bon, sinon, à part ça, RMC Story a eu la bonne idée d'installer des boules de graisse en plateau pour attirer ses invités. Voilà, c'est juste là, c'est une idée. Eh ben forcément, ouais, cette semaine, ça a marché. Le parti pris du jour, c'est avec vous, Jean-François Loiseau, bonjour. Bonjour. Petite blagounette. Et enfin, j'ai une pensée pour Anne Hidalgo qui se prend chaque jour une pluie de critiques, mais grâce à son projet de recycler des vieux sièges de métro, Elisabeth Borne a enfin pu s'habiller ce matin avec un t-shirt. Elisabeth Borne, bonjour. Bonjour. C'est exactement ça. C'est le même. C'est le même. Le même. Incroyable. Pas de petites économies. Ah, voilà. J'adore. Allez, on perd par le Nord. Et il est où le Nord? Il est là. Ouais, il est là. On sort notre petite carte de France pour découvrir les meilleures vidéos de la semaine d'un métier des réseaux. Donc ça rentre pas. Merci. Toulouse, visiblement, il y a encore un peu d'entraînement avant les prochains JO de Los Angeles. La prochaine fois, cap sur Angers où ce petit gars boit tout mimi, hein, c'est pas pour autant qu'on est tombé sur une flèche, plus la question. Comment tu peux me demander où je suis? Il me demande où je suis, quand même. Tu veux pas tromper? En parlant de questions con, on n'a pas non plus tiré le couteau le plus aiguisé du tiroir à Moreil. Elle me dit quelle main? Il faut que je te trouve quelle main. Alors, je réfléchis. Réfléchis. Le cadeau. Ouais, compliqué. Un premier covoiturage pour ce mec et je pense aussi que ce sera le dernier, hein, vu l'ambiance. Et vous faites souvent le même placard? Moi, je préfère que vous fermiez votre gueule parce que je préfère qu'on est tranquille. Bonne ambiance. Allez, on y va. Allez, attention, grosse annonce à Paris. Écoutez bien, parce que les places vont partir très vite apparemment. Moi, je fais une annonce, faut vous dépêcher. Mesdemoiselles, il reste que 2 places pour le plan A3 que j'organise ce soir. Voilà, donc dépêchez-vous, ça va vite partir. Et enfin cap sur Calais où malgré ce manque de brut, heureusement, les enfants gardent encore un peu leur innocence. Le chiot, c'est le bébé du chien et de la chienne. La chienne, c'est comme le voisin là. Son animal. Il n'a pas d'animaux, le voisin, qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah sûrement que si. Hein. Bah non, Lucas, je sais quand même que le voisin, si, il n'a pas d'animaux. Si. Moi, le soir, je l'entends, il dit « Ah, t'aimes ça, hein, sale chienne ?» Mais Lucas... Les enfants. C'est fort. C'est toi. Non, c'est toi. Arrête, c'est toi. Là, j'ai presque envie de revoir 2 images. On a recommencé depuis le début, si tu veux. Ouais, ça aurait été bien. Merci, mon bébé. Merci, je t'en règle mon compte. Alors, attendez. Semaine prochaine, c'est mercredi. Bah, à part si tu me fais passer le jeudi. Oh, ce sera mercredi. Ah, bon, bah alors c'est bon, c'est mercredi alors. De toute façon, moi, je suis là, dispo. Hein, par contre, ça, c'est de qui paye ça? Ah, bah on le redire sur ma paye. Allez, vas-y, ok, on fait comme ça, merci. 2,50 €. Allez, salut mon chéri, merci, ça m'a fait plaisir.
Allez. Ah. On va revenir sur ce qui s'est passé à la télé après Andrea qui a été excellent comme d'habitude. Ça peut vous arriver. Julien Courbet devait régler un problème d'assurance avec un chef d'entreprise et pour raccrocher, la personne a donné l'excuse la plus improbable du monde. Regardez. Qu'on enquête là-dessus et qu'on aille au bout, on va y aller. Alors c'est parti. On va s'en occuper, monsieur. Nous, on voulait aller au plus vite, mais visiblement, c'est le grand mystère. On va essayer de le percer, ce mystère. Bon. De toute façon, monsieur Courbet, écoutez, oui. Je dois aller aux toilettes. On se rencontrera plus tard. Là, je dois aller aux toilettes. Merci, au revoir. Voilà, donc il doit aller aux toilettes. En 25 ans, on ne m'avait jamais dit, de toute façon, je ne peux pas régler ce problème parce que je dois aller aux toilettes. Allez, on avance, mesdames et messieurs. C'est magnifique. C'est sympa. C'est sympa. Alors, j'ai regardé 90 minutes enquête aussi, c'était sur la police belge. Incroyable, ils ont enquêté sur un réseau de faux policiers. Faites faire la bavure. On l'a la Morzini là. Quoi, vous l'avez fait ça? Mais j'ai fait 7 heures de garde à vue, moi, avec une carte de police, parce que j'étais dans un restaurant et toutes les voitures, elles passaient, j'étais rue Cardinet. Et les voitures passaient, jusqu'à temps qu'il y en a une qui passe pas. Et le mec, il me dit, c'est à qui la Mégane? Je dis, c'est à moi la Mégane. Pourquoi, il y a un problème? Je dis, parce qu'elle gêne là. Je dis, bah, toutes les voitures sont passées et vous n'arrivez pas à passer. Allez circuler, c'est la police là. Et je sorte ma carte du service national, parce que j'avais fait l'armée. Je sors une vieille carte éclatée du service national. Et eux, ils me sortent la vraie carte de police. Ils me disent, ah, ça tombe bien, monte, on rentre à la maison. Ils m'ont monté dans la voiture et j'ai fait 7 heures de garde à vue. J'ai repassé mon identité, machin. Ils m'ont laissé partir. C'est une anecdote de folie. Aussi, ça m'est arrivé à Nantes une fois. J'étais pressé et une fois, j'avais été interrogé dans un local de police à Paris et il m'avait laissé quelques secondes tout seul dans le bureau et il y avait un brassard police posé sur le bureau. Ah, je me dis, la tentation est trop grande, du coup, je prends le brassard, je le mets dans ma poche. Un truc à la con, quoi. Et je l'avais mis dans ma boîte à gants de la voiture. Je me retrouve à Nantes, je prends un sens interdit. Je pense une voiture arrive en face. Je fais des appels de phare, comme ça, le mec bouge pas, etc. À un moment, j'en ai marre. Oh putain, le brassard. J'ouvre la boîte à gants, je prends le brassard, je le mets sur le bras, je sors, je dis, monsieur, vous pouvez reculer si vous voulez. Le mec, il ouvre la porte, il sort sa carte, il me dit, bataille. Il sort de la carte de police. C'est énorme. 3 heures au poste. 3 heures. C'est un mytho. Bataille, c'est un mytho. Mytho. C'est un mytho. 100% mytho. Ça ne serait pas servi de mon histoire. Ouais. 100% mytho. C'était quand Nantes? Mytho. C'était quand Nantes, précisément? Quelle année? Vous aviez une voiture à Nantes, vous? Non, j'avais une voiture à Paris, je suis allé à Nantes en voiture. Pourquoi t'es allé à Nantes? Pourquoi? Avec quelle voiture? Avec quelle voiture? J'avais une vieille BMW décapotable. Non, une vieille BMW 328i. D'accord, ouais, c'est ça. Et donc, il y a la police... Pour l'instant, je suis réglo. Il a vraiment dit bataille, le mec? Comment? C'est une réplique de film, ça, qu'il nous a dit. Il a vraiment dit dans bataille. quel film tu l'as entendu, ça? Non, mais c'est voilà. Tu sors pas ça comme ça. Il roulait dans quelle voiture? C'est quelle voiture il avait? Une voiture banalisée, blanche, je sais pas exactement. Tu vois, c'est ce genre de délire. J'ai d'autres choses à mettre dans mon cerveau. Excuse-moi, Jean-Mi, t'as fait que 3 heures de garde à vue parce que t'avais volé un brassard? Que 3 heures après la deuxième? J'ai peut-être dit que je l'avais trouvé, je sais pas exactement. Oui, 3 heures, c'est déjà pas mal. Ça me paraît très peu. Ça me paraît très peu. Gilles Verdez, vous en occupez, s'il vous plaît? Jean-Michel, oui. Ça a donné quoi la procédure après? Il n'y a pas eu de procédure, c'est un rappel à la loi, comme tu le dis souvent pour les squatteurs. C'était en quelle année? J'étais déjà TPMP, donc c'était il y a une dizaine d'années. Ça n'existait pas les rappels à la loi il y a 10 ans. Non, bravo Gilles. Bravo. Il s'acharne. C'est incroyable. Il n'y a que vous qui avez le droit d'avoir une vie. Moi, dès que je raconte un truc, tout de suite, c'est suspicieux. Et moi aussi, j'ai le droit de bouger, de voir des gens, de rencontrer des personnes. Il peut m'arriver des choses dans ma vie, merde. Dans quel commissariat vous avez volé le brassard? C'était à Nanterre. Qu'est-ce que vous foutiez à Nanterre? Comment? Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais entendu dans une procédure où mon nom était impliqué, j'avais rien à voir, et j'étais entendu comme témoin. Pendant combien de temps? Oui, mon gars. Pendant combien de temps? J'avais été entendu? Oui. Quel rapport? Parce que je veux savoir. J'avais été entendu genre une demi-heure, 3/4 d'heure. Une demi-heure. Et donc pendant une demi-heure, on te laisse dans le bureau? Le mec peut avoir envie d'aller aux toilettes, inspecteur qu'il soit. Oui. Ah oui. Et vous baladiez avec un brassard de police volé des années avant de Nanterre à Nantes. C'est complètement bidon votre histoire. T'as pas dit des années avant? Michel, je vous laisse le bénéfice du doute, mais je n'y crois pas un instant. Toujours chez nos amis belges, on a retrouvé le policier le plus heureux de donner la définition de... Il est content. Il est content. Michel, vous avez jusqu'à la fin de ces 2 prochains extraits pour nous dire la vérité. Ils ont repassé l'extrémité. Ah mais le mec,
Attaque au vélo, c'est mythique. Enfin, à Lille, les policiers interpellent un couple avec de la drogue sur eux. Et on a découvert le gars qui a le plus de culot au monde. Regardez. Oh là, c'est bingo. C'est pas du cocaïne. Du cocaïne. Alors, à qui l'avez-vous acheté? Un black. D'accord. Donc, un individu de type africain? Oui. Un témoignage qui vaut de l'or pour la brigade des stupes. En attendant, les deux toxicomanes sont tellement en manque qu'ils vont faire une curieuse demande aux policiers. On peut pas le récupérer. On peut pas le récupérer. Impossible. Là, vous êtes rentré au commissariat pour ça? Ah, tant pis. C'est extraordinaire quand même. C'est incroyable. J'ai une question pour Jean-Michel. Non, mais moi, j'ai pas besoin de question, Jean-Michel. Je pense que c'est faux, donc dites-le maintenant. Vous avez une question, allez-y. Oui, alors Jean-Michel, il y a 4 commissariats à Nantes. Je vais te donner 4 adresses. Tu vas me dire laquelle est bonne. Vas-y. Donc, on est d'accord qu'il y a 3 intrus et un bon. Pas élu de Nantes. Hein. Il y a... T'étais au commissariat de Dervalière, au commissariat de Bellevue, au commissariat sur la place de la cathédrale Saint-Pierre ou au commissariat de Waldeck-Rousseau. C'est foutu. Je voulais bien que tu me prennes pour un con, mais le siège est trop grossier, aucun des 4. C'est foutu. Bim, fin d'histoire. Tu mens, t'es complètement taré, ils existent. J'avoue, mais c'est léger, que j'ai un tout petit peu brodé la fin de l'histoire. C'est vrai que j'ai été entendu à Nanterre comme témoin. Tout le reste est faux. Mais le début est vrai. Le début est vrai. Incroyable. Mais il y avait vraiment ça et j'ai hésité à le voler. Ça, c'est vrai. C'était pas mal. Sarah Knafo était l'invitée d'Yves Calvi sur RTL. Regardez cet échange qui a fait énormément parler. Regardez. À chaque fois que j'entre dans un restaurant, la moitié du personnel qui est en cuisine n'est certainement pas français et il est venu chercher du travail que nous ne faisons plus. Si je puis me permettre, Monsieur Calvi, vous n'allez au restaurant qu'à Paris parce que je vous invite à aller au restaurant dans d'autres villes de France et vous y verrez que les Français font tout à fait ce travail. Il ne faut pas mépriser les Français, vous savez, en faisant croire que ce seraient des fainéants indignes des tâches qu'on devrait donner qu'à des immigrés. C'est pas vrai. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas de restaurant français avant qu'il y ait une immigration incontrôlée et massive. Et dans le bâtiment, vous n'avez pas l'impression que la présence des Français est assez faible? Donc on a construit la France depuis 10 siècles uniquement avec les immigrés. Avant, on ne savait pas faire le bâtiment. Notre-Dame de Paris, c'est des Marocains et des Algériens qui l'ont construit. Vous pensez qu'on a construit comment notre pays? C'était fort, hein, ça. Oui. Franchement, c'est incroyable. C'était un bel échange entre Yves Calvi et Sarah Knafo. Sarah Knafo, franchement, on a du mal à la prendre à défaut. Franchement, elle a la réplique facile et rapide, incisive. Ouais. Franchement, là, elle est direct. Il n'a même pas répondu sur les restaurants à Paris. Hein. Probablement, il ne va que Paris. Elle a retenu que ça. J'adore. Alors, ce matin, dans l'heure des pros, Pascal Praud, je l'aime beaucoup, Yves Calvi, c'est un pote. Il dit du bien de vous. Il cartonne, je l'adore. Oui, et il dit du bien de vous. Mais moi, je l'adore. Il le sait. Et Yves Calvi, c'était mon collègue en plus avant, parce qu'il était dans le groupe Canal. Un garçon vraiment charmant. Avec du mal, tout le monde. Et je suis content pour lui parce qu'il cartonne le soir sur RTL. Il a eu des très très bons chiffres. Et il cartonnait déjà la matinale. Oui. Ce matin, dans l'heure des pros, Pascal Praud s'est indigné de la décision de la RTBF en Belgique de ne pas diffuser le discours de Donald Trump en direct lors de son investiture en début de semaine. Écoutez ce qu'il a dit. Télévision publique belge n'a pas diffusé lundi le discours de Donald Trump en direct. La directrice éditoriale de la RTBF, elle est venue sur le plateau expliquer les raisons de cette décision. Trump a prononcé, dit-elle, des paroles racistes par le passé. Trump a aussi eu des déclarations misogynes. Le téléspectateur belge ne peut pas entendre en direct de pareils discours. Expert autoproclamé du camp du bien, qui décide ce qu'un téléspectateur peut entendre au nom de critères édictés par Madame Didier, grande prêtresse du cercle de la raison. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes en direct. La liberté d'expression, c'est ici et maintenant. C'est vrai que c'est. Mais il n'y a pas que la RTBF. Il a raison. Moi, je suis d'accord avec Pascal Praud. Bien sûr. Ce qui est fou, c'est que dans toute une partie de la Belgique, la droite est complètement censurée par les médias. L'autre jour, on a vu. Mais la Belgique, vous avez vu que la Belgique, les pauvres Belges, moi, bien sûr, ils n'en peuvent plus. Mais surtout qu'ils sont concernés par les sujets qui sont défendus par la droite et toute une partie de la droite, à savoir l'immigration, etc.
Et là-bas, en fait, c'est complètement censuré, c'est tabou, ça n'existe pas. Ils n'ont pas le droit à prendre la parole en direct dans les médias. On avait vu une vidéo il y a quelques jours dans cette émission avec quelqu'un qui disait que c'était normal. Je trouve ça complètement antidémocratique. C'est dingue. Enfin, c'est antiproductif en plus. C'est complètement dingue. Il y a que Gilles Verdez qui est d'accord. Oui, je suis d'accord avec leur décision. Moi, j'aime bien quand il y a une décision assumée. Ils appellent ça Non, mais si ça avait été le contraire, si ça avait été sur un discours de gauche, vous auriez dit quoi? On aurait pu en discuter, mais là ils appellent ça le cordon sanitaire. Voilà, en Belgique. Mais vous avez vu l'état de la Belgique? Mais c'est les prendre pour des imbéciles. Voilà, Gilles Verdez. Regardez l'état de la Belgique. Je connais. Et je pense que c'est terminé. Merci. Quand on voit l'état de la Belgique, on dit stop. merci. J'embrasse tous nos amis belges qui sont vivent des moments difficiles. Allez, on se retrouve dans un instant sur C8. Un Golden Retriever et l'heureuse maman de 5 tigres. Oh. Ouais, il y a eu papa dans maman. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Gilles Verdez? Absolument rien. Les yeux dans les yeux. À tout de suite. Merci à tous les 19h25, on est en direct. C'est la tribu de Baba. Merci d'être là, les chéris. Bon, allez, on va passer au coup de cœur, au coup de gueule. Juste avant, regardez cette maman Golden Retriever de 5 tigres. Regardez. 5 tigres. Je peux pas. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ça, voilà. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Ils ont été abandonnés et elle s'en est occupée. Et maintenant qu'ils sont beaucoup plus grands qu'elle, ils continuent à lui obéir. C'est incroyable. C'est dingue, cette histoire. C'est mignon. Ah, c'est fantastique. Je peux le décapiter. Et qu'est-ce que vous marmonnez? Je dis non, c'est génial. Le problème, c'est qu'avec les griffes, ça peut lui nuire un jour ou l'autre. Hein. Les griffes. Les griffes. Les griffes. Elle avait dit quoi? Avec les griffes. J'adore. Il n'y a plus de respect. C'est de respect. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Je suis à côté avec les griffes. Je suis à côté, j'entends mieux que vous. On parle sûrement des griffes. Elle parlait de quoi? Des griffes, je crois. Mais elle a dit c'est des griffes que tu veux. Ouais. Bah, refaites sa phrase. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi exactement? C'est quoi sa phrase? Mais non, mais arrête, vous l'avez entendu comme moi. Là, vous avez tous entendu comme moi. Elle a dit oui, les griffes. Arrêtez, vous avez entendu comme moi. Mais ça arrive, c'est comme ça arrive, ça arrive. C'est un petit peu. Non, mais vraiment. Vous replacez tout ça. On a du stéradon? Merci. J'ai un coup de cœur. Tiens, ce soir, nouvelle émission Victime. Elle sort du silence. La nouvelle série documentaire de faits divers racontée par Jean-Marc Morandini. Alors, c'est une émission inédite. Qui est désormais diffusée tous les jeudis sur la chaîne en prime time. Regardez, ça s'appelle Victime. Premier extrait, je vais vous montrer. On découvre le témoignage de Stéphanie. Elle nous raconte le jour où elle a découvert que sa fille Marie, harcelée à l'école, a mis fin à ses jours. Regardez. Stéphanie, comme tous les matins, va réveiller sa fille aînée. Je pousse la porte et je vois sa jambe. Et donc là, je pousse la porte. Et là, c'est l'horreur absolue. Et là, je hurle. Et j'ai mon frère qui dort en bas, qui monte tout de suite et qui m'aide pour enlever Marie. Parce qu'elle s'est pendue. Et là, j'ai Marie qui est partie. Et en fait, je passe de tout va bien dans ma vie à l'enfer avec ma petite choupinette adorée qui est partie. Ouais, c'est ce soir, hein. Ça sera juste après TPMP, ce sera sans pub, hein. Ça va s'enchaîner direct, c'est très fort, vous allez voir. Des témoignages de fou, il y a une femme qui s'est fait opérer du cerveau et qui a oublié toute sa vie, qui ne reconnaît plus son fils ni son mari. Incroyable. Incroyable, c'est ce soir, ça sera juste après TPMP, ça enchaîne direct, comme ça. Donc voilà, comme ça, vous avez même pas, voilà, on enchaîne direct. Tiens, Guillaume, justement, vous avez un coup de gueule. Oui, j'ai un coup de gueule contre l'État français et sa gestion des finances. On en parlait hier avec Éric Ciotti. Il y a une dette, par exemple, c'est un exemple, de 45 millions d'euros que l'Algérie ne paye pas aux hôpitaux français. Ouais. Donc c'est l'Algérie, pour éviter toute polémique, ça pourrait être n'importe quel autre pays, ça pourrait être le Canada, ça pourrait être l'Espagne. Mais en raison d'accords que l'Algérie a avec la France, vous avez des patients algériens, donc étrangers, qui n'ont pas payé leurs soins et qui donc laissent derrière eux une dette de 45 millions d'euros. Et qui c'est qui paye? Comme dirait Raymond, c'est nous qu'on paye. Donc au bout d'un moment, on en a marre, on a 3 milliards. On embrasse. On a 3 000 milliards d'euros de dettes et on n'a pas à faire des cadeaux comme ça à tous les pays. On a fait ça avec l'Ukraine, on fait ça avec tous les pays et nous, à chaque fois, c'est nous qui payons plein pot, il y en a marre. Voilà. C'est quand même super gonflé de dire ça sur l'Algérie. Bah pourquoi?
Parce que c'est plutôt la France qui doit indemniser l'Algérie pour les crimes de la colonisation. Oh, arrête. Allez, mamie, vas-y. Alors, ça, c'est vraiment le discours. T'as l'art de mêler des sujets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Non, mais c'est Parce que je suis désolée, le problème de l'Algérie qui ne paye pas les Algérie. Je te laisse finir, mamie. Mais arrête pas de la colonisation. Et une fois de plus, je vais te dire que tu es comme Gilles. Quand vous parlez J'ai rien dit. Non. Quand vous parlez de la colonisation, tu parles toujours des colons blancs. Les Arabes ont conquis la moitié du monde à une époque. C'est toi qui les prends pour des imbéciles. Attends, Thomas. Gengis Khan n'était pas européen non plus. T'as vu comme mamie sans les T'as aussi la guerre d'Algérie qui fait 400 000 morts chez les Algériens. On leur doit peut-être réparation. Vas-y, sans les Moi, c'est insupportable. Et puis l'apartheid aussi. Sectarisme. L'apartheid en Algérie française. Moi, je suis. C'est deux sujets différents, Thomas. C'est bien sûr l'Algérie qui dit n'importe quoi. C'est nous, c'est la France qui doit du pognon en Algérie. Elisa Cohen. En plus, ça arrive dans un contexte de tension grandissante entre l'Algérie et la France, qui a démarré avec l'emprisonnement de Boualem Sansal. Non, les tensions entre la France et l'Algérie, ça a démarré avec la conquête de l'Algérie en 1960. Attends. Là, on parle des tensions récentes. Excuse-moi. Et après, ça a continué, effectivement, Cyril, vous avez raison, avec le problème des influenceurs algériens et l'Algérie qui a refusé de récupérer son influenceur, quand même. Mais attends, tu ne peux pas faire abstraction du fait que la France a colonisé l'Algérie. Non, mais tu peux pas tout mélanger. Et du coup, la repentance, elle doit durer combien de temps? Je ne parle pas de repentance, je parle... Puisque tu dis qu'on sera à jamais, en fait, on sera à jamais déficitaire, en fait, et débiteur. Non, pour que ça s'arrête, ce sujet. Les 45 milliards, les 45 millions, on fait quoi? Et les indemniser, mais 45 millions d'euros. Tu les déduis du remboursement? Non, c'est Thomas qui va les rembourser. C'est intéressant. Combien qu'on leur doit pour les crimes de la colonisation? Combien? Ça doit être... Attends, Jean-Michel, vas-y. Ça doit être émissionné. Jean-Michel, Thomas, t'es quand même plus algérien que les Algériens. Parce que tu dis quand même que le gouvernement algérien ne demande pas de remboursement, ne demande pas d'indemnisation. Mais bien sûr. Le gouvernement algérien, le gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement algérien, lui. C'est incroyable. Le gouvernement algérien. Il connaît deux Algériens et il se prend pour le porte-parole du gouvernement algérien. T'as déjà été en Algérie? T'as déjà été en Algérie? T'es déjà allé en Algérie? T'es déjà allé en Algérie? Parce que je pense. Non, mais t'es déjà allé en Algérie? Parce que je pense. T'es déjà allé en Algérie? Pour toutes les anciennes colonies françaises, pas que pour l'Algérie. T'es déjà allé en Algérie? La Tunisie, ça vous parle? T'es déjà allé en Algérie? Le Maroc. Est-ce que t'es déjà allé en Algérie? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre en Algérie? En plus, le gouvernement algérien... C'est une dictature corrompue avec des généraux qui dirigent le pays, qui le pillent en sous-main. C'est le Louis Boyard de l'émission. Ça veut pas dire. Louis Boyard, il va être maire d'une ville, il est pas les Algériens doivent être remboursés. C'est bon, quand je parle, j'aime bien l'Algérie. Non, mais quand je parle, on se tait. Oui, c'est la règle ici. C'est vrai que c'est la règle ici. Cyril, sinon, l'émission ne marcherait pas. C'est vrai, c'est logique. Ah oui, c'est logique. Bah oui, sinon vous retourneriez dans les émissions que personne ne regarde. Et voilà. C'est pas gentil pour France Info. Ah oui, je vous le dis. Bah oui, je vous le dis. Cyril, on peut préciser aussi que le gouvernement algérien n'a rien dit par rapport aux 45 millions. Il a dit que la France devait être moins laxiste. Donc là, le débat, il est... Et avant de demander... Il fait beaucoup rire le public, en tout cas, Thomas. Non, mais... Attends, ça, c'est sympa. Le gouvernement nous reproche d'être trop laxiste. C'est étonnant que vous trouviez ça drôle, parce que c'est quand même... Non, mais les gens le trouvent drôle. Regardez, dès que vous parlez, les gens rigolent. C'est incroyable. C'est Roland McDan, le mec. Les gars, si 1 400 000 morts, ça vous fait rire, moi, ça me fait pas rire. Oh là, quel démago. Quelle démagogie. Quelle démagogie. Regardez, ça rigole encore plus que vous êtes. J'ai remarqué... Non, mais c'est d'une démagogie. C'est bon, merci. Vous saoulez tout le monde. J'ai remarqué ça. C'est bon, c'est la colonisation. On a envie de regarder ailleurs. Tout le monde rigole. Vous faites rire tout le monde. Je pense, Thomas, tu peux t'excuser avec ce que tu viens de dire là. Je pense que Thomas peut s'excuser. C'est pas un spectacle, mais tu peux t'excuser avec ce que tu viens de dire sur le peuple algérien, parce que autant demander une indemnisation, c'est peut-être lunaire et peut-être c'est toi qui le penses, mais c'est pire ce que tu as dit. Les propos que tu viens de dire là, les gens l'ont entendu, ce que tu as dit là. Il y a une minute. Sur le gouvernement, sur les pantins, sur j'ai rien à foutre en Algérie. Moi, je pense que tu devrais t'excuser. Avant de demander une indemnisation, respecte le peuple algérien. Et après, je n'ai rien dit de négatif sur le peuple algérien. Tu feras le replay. Non, mais respecte le peuple algérien, il a raison. Fais les choses dans l'ordre, Thomas. Fais les choses dans l'ordre. On sait ce qui s'est passé. C'est à moi de faire machine arrière. On sait ce qui s'est passé. Non, ce que tu dis. Nous, on respecte le peuple algérien. Moi, j'irai jamais rien dire. Je vais pas aller dire qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre en Algérie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc moi, je ne parle pas d'indemnisation. Mais écoute ce que tu as dit là. C'est catastrophique ce que tu as dit. Lui, par exemple, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans le Massachusetts? Voilà, on connaît. C'est curieux. Gilles Verdez, qu'est-ce que t'en penses? Exceptionnellement, Cyril, est-ce que vous me laissez le droit de le laisser se noyer tout seul? Merci Gilles. Merci Gilles. Je vous embrasse Gilles. Alors vous le laissez? Oui, vous le laissez, merci. Mépris vis-à-vis de l'Algérie, c'est pas pour moi. Si tu vas en Algérie, il y a une différence entre le peuple algérien et le gouvernement algérien. Il y a une différence entre le gouvernement algérien réel, qui est une dictature militaire corrompue, qui pille son propre pays,
et le gouvernement officiel qui est, je le répète, une bande de pantins. Donc tu veux donner de l'argent un peu... Non, mais non, vous pouvez pas dire qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre en Non, tu veux un fonds d'indemnisation. Ça se dit pas d'un... Vous pouvez pas dire qu'est-ce que je voulais que j'aille foutre en Algérie. Non, ça se dit pas. Dire ça. Il faut respecter les gens. Au mieux que l'indemnisation, il faut respecter. Mieux que l'indemnisation, il faut d'abord respecter les gens et le pays. Peu importe ce qui se passe là-bas, tu n'y es pas là-bas. Donc peu importe, il y a des gens qui habitent là-bas, qui vivent là-bas, qui sont heureux là-bas. D'abord, on respecte le pays, après on parle d'indemnisation. Et tu fais dans le désordre. Tu dis il faut indemniser l'Algérie. Moi, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que j'ai à foutre là-bas? Non, fais les choses dans l'ordre, Thomas. Merci, c'est bon, merci. Tiens, il a un coup de cœur d'ailleurs, Thomas Guinolin. Oui. Alors, changement de registre. Pas pour l'Algérie, visiblement. Moi, je trouve ça formidable. Le Sénat a voté la suppression des privilèges des anciens premiers ministres. Oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Et so what? Par exemple, Bernard Cazeneuve, il a été Premier ministre pendant 5 mois dans toute sa vie. Et l'année dernière, il nous a coûté 200 000 balles. Ouais, d'accord, mais tout additionné, les premiers ministres, les ministres, etc., par an, c'est 1 million. Donc c'est anecdotique. Alors c'est bien, c'est un geste, mais c'est symbolique. Mais c'est important les symboles. C'est important, mais on veut des actes aujourd'hui. C'est important les symboles. C'est comme les oreilles pour l'AME. Les mecs qui recoller les oreilles. C'est pas une question de symbole, c'est une question d'exemplarité. L'exemplarité du personnel. Comme les oreilles pour l'AME. Qui se fait payer des secrétaires et des chauffeurs, parce que c'est de ça dont on parle. Hein. C'est comme les oreilles. Bagnole de fonction, etc. Non mais, je sais que vous aimez bien faire cette grimace-là, je comprends, mais vous n'avez pas besoin de parler de recollement d'oreilles pour faire cette grimace pour le plaisir. Et il fait ce qu'il veut déjà. D'ici là, lui, non, il va faire un tour dehors, ça va le calmer. Non mais lui, aujourd'hui, il est tout agité. C'est bien qu'ils aient enlevé cette connerie-là. Et Donald Trump, vous avez vu, a renoncé à sa rémunération de président de la République. Bien sûr, ça c'est normal. C'est bien. C'est un symbole aussi. En France, on le fait pas. Oui, bien sûr. À sa place, oui. Mais par contre, ce que je veux dire à Thomas, c'est qu'il y a plein de gens de gauche là-dedans qui prennent, qui mangent à la gamelle, ils s'en foutent, etc. Mais t'as vu que le gouvernement est contre quand même cet amendement-là. Non, mais il est contre. Mais donc déjà, tu devrais dire la vérité au peuple sur tes propres opinions. Non, mais c'est les gens que tu défends. Tu dis des trucs de droite à l'antenne, alors qu'en vrai, t'es gauche. Non, moi j'aime tout. Je m'en fous, lui. Regarde comment il est habillé. Tu vois pas qu'il a pas de colonne vertébrale. Quand tu vois bien que c'est un mec, c'est pas où il va. Marre de dire des trucs de droite sur le plateau. Allez, vas-y. Arrêtez de parler sur les autres. En plus, pour sortir des vannes qui ne font rire personne. Tu t'habilles comme ça, parfois, Thomas, je l'adore, mais il pense qu'il est drôle. Non, mais c'est insupportable. Demandez à Elisa. Voilà, c'est pas votre truc. Merci. Je voudrais dire un mot sur Dominique de Villepin. Ah, Dominique de Villepin, le génie. 198 000 €. Et lui, en plus, il prend de l'oseille parce qu'il... Partout. Ouais, partout. Il nous donne des grandes leçons de morale sur l'avenir du monde, voilà ce qu'il faut faire, etc. Dominique de Villepin, là, je peux te dire que lui, c'est le champion du monde. Lui, pour moi, c'est le numéro 1. Là, je peux te dire que Dominique de Villepin, c'est... Alors là, quand on tient un champion comme ça, je peux te dire qu'on ne le lâche pas. Lui, mais je crois que François Hollande, et je préfère François Hollande. Moi aussi, vous l'avez mieux dit que moi, donc j'ai plus rien à dire. Mais très franchement, non, mais c'est invraisemblable. Il donne des leçons sur l'état du monde, voilà ce qu'il faut faire. En plus, vous lui ressemblez un peu, vous. Physiquement. On dirait Dominique de Villepinte, de la ville de... Au moment de la guerre contre l'Irak, on était plutôt contents et fiers de son discours. Non, mais arrêtez. Il a fait un discours à l'ONU. Arrêtez, il a fait un discours à l'ONU, tout le monde nous gonfle les glaouis. Depuis, il s'est perdu, il s'est fourvoyé. Alors, c'est perdu. Sur la cause palestinienne, il a été... Non, mais Dominique de Villepin, c'est catastrophique. Qui vous a donné la parole? Il y en a qui la prennent. Votre mère, peut-être, non. C'est moi qui donne la parole ici. Donc la woke de service a parlé. Merci. Elle va retourner aller manger des yaourts exactement, au soja. J'aime pas ça. Et manger des graines. Mais vous, là aujourd'hui, elle sortait un peu. Non, mais il est fou. Non, mais il est fou. Aujourd'hui, il est fou. Le mec, il parle sur tout le monde. Non, mais si vous me sortez juste après que j'ai parlé de la cause palestinienne. Regardez-moi ça. Continue. Regardez, continue. Il n'écoute pas les gens. Non, mais arrêtez. Non, mais franchement, vous êtes d'une démagogie ce soir. Thomas Guinolé, vous êtes nul. Merci. On va regarder la vidéo des avantages de sénatrice. Nul, 0. Je mets 2 pour vous aujourd'hui. 2. Et encore, c'est généreux. Je vous propose de supprimer les avantages des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, qui dans l'ensemble ne sont pas des grands nécessiteux de la République, qui ont tous un certain nombre de retraites et qui ont tous des postes de consultants. En tous les cas, j'ai vérifié, franchement, personne n'est au resto du cœur. Donc, je vous propose donc une diminution des crédits de 2,8 millions. Bravo à cette dame, bravo, elle est très forte. Voilà, elle a raison, très fort, bravo. Alors au départ, c'était le coup de cœur de Thomas Guinolé. Après, on l'a oublié parce qu'il a dit tellement de bêtises dans l'émission qu'on a oublié ce qu'il avait dit. Cyril, descendez un peu. Ah oui, mais joli, non, mais c'est vrai. Non, descendez un peu. Ne parlez pas sur les autres, Thomas, il y a des règles ici. Ça, d'accord. Cassez la tête à tout le monde. Ça, d'accord, mais regardez, même le public, à chaque fois que vous parlez, il rigole. Ça, d'accord, mais redescendez. Ah oui, mais non, mais je vous dis, vous n'êtes pas un humoriste. D'accord, ça aussi, vous avez le droit de le penser, mais vous n'êtes pas obligé de... Si vous étiez humoriste, vous ne seriez pas là.
J'entends voilà, bien. je vous le dis, bah oui, on n'a pas besoin d'humoristes ici, il y a des gens très drôles, on n'a pas besoin de vous. Merci. Ça, ok, mais si voilà. vous étiez humoriste, vous seriez à la place de Jean-Michel Maire. Mais plus cool, quand très même. drôle. Voilà, merci, bah oui. Avec voilà. son brassard de police. Non, mais c'est vrai, voilà. Sinon, je prends le faux brassard de police de Jean. Voilà, encore il marmonne. Non mais sans rigoler. Il marmonne toute l'émission. Vous prenez la parole quand on vous la donne. Si on vous la donne pas, c'est qu'on n'a pas envie de vous la donner. Donc si je vous la donne pas toute l'émission, c'est que j'ai pas envie de vous la donner. Merci. Ah, tiens, je t'arrache la tête comme des islamistes. Sale français de merde. Bah tiens, et là Gilles Bernays va nous dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Hein. Alors c'est journaliste Jordan Florentin. Ah là là, qui était en train de faire un reportage et mener une enquête sur Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges. Il a été pris à partie par un habitant qui l'a agressé verbalement. Bien entendu, alors Jordan Florentin regardez, c'était lui qui avait fait le reportage sur Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges, hein, pour Frontières, bien entendu, regardez. Là, monsieur. Oui, filme pas, toi. Non, mais pardon, vous ne m'insultez pas comme ça, monsieur. Vous ne menacez pas et vous ne menacez pas notre équipe. Vous ne sais pas le ton. Je te l'éclate, ta truc. Non, mais monsieur, vous ne menacez pas notre journaliste et notre matériel. Écoute-moi bien, l'autre. Oui, je vous écoute. Toi, tu m'as interviewé. Oui, je vous ai interviewé. Tu m'as dit qui tu étais, ouais, c'était pour un. Ah, je vous ai dit Frontières pour un reportage, oui. Oui, je vous ai dit. Qui, là Frontières. Le média Frontières. C'est-à-dire extrême droite. Ça veut dire quoi extrême droite, monsieur? La prochaine fois, je vous latte tous les deux. Vous nous lattez? Là, vous êtes venu nous insulter, monsieur, alors que nous n'étions même pas en train de vous filmer. Nous n'étions même pas en train de vous filmer. Par rapport à l'autre fois. Voilà. Bon, alors, voilà, le ton est monté, regardez ce qui s'est passé encore derrière. C'est catastrophique, hein, vraiment. C'est quoi l'extrême droite? Donnez-moi un argument. Tes opinions. Quelles opinions? Lesquelles? Donnez-moi un seul argument. Mais vous allez faire quoi? Vous m'arrachez la tête comme les islamistes, c'est ça? Comme les islamistes, oui. Ah, d'accord, intéressant. Vous soutenez Monsieur Boyard? Vous soutenez Monsieur Boyard? Je soutiens ta race. Vous soutenez ma race? Ah, en plus, vous avez des propos racistes. Français de vous avez des propos racistes? Va te faire en. Tu veux quoi? Très bien. Très bien. C'est des gros fachos de merde. Vous avez un argument, monsieur? C'est quoi le fascisme? Tous les deux, mais monsieur, déjà, vos propos, ils sont pénalement répréhensibles. Mais monsieur, vous m'insultez pas, d'accord? Je t'insulte encore une fois. Va te là avant que je te mette une claque. Vous êtes une honte, monsieur. Vous êtes une honte pour ce pays. Voilà, la France Insoumise est responsable de ça, je suis désolé. Hein. De ces propos-là, la France Insoumise a une grosse responsabilité. Ils répètent juste ce qu'ils entendent auprès de la France Insoumise, hein, ces gens-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Voilà. Le journaliste est stoïque. Hein. Il est magnifique. Franchement, Jordan, il est exceptionnel. Bravo Jordan, parce que franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et je peux vous dire qu'il a un courage incroyable et le cadreur aussi. Hein, le monsieur qui est l'ingénieur qui est avec lui. Ça veut dire quoi, sale français de merde? Mais ça veut dire sale français de merde. Maintenant, c'est devenu une nouvelle insulte, sale français de merde. Mais on est très content d'être français. Hein. On est pas, hein. Il est courageux, d'autant plus que le gars, il est quand même costaud. Hein. Ouais, mais bon, c'est vraiment ça, c'est inadmissible. Et la France Insoumise, vos amis Gilles, ont une responsabilité dans ces propos. Je vous le dis. Je sais que c'est pas vos amis, mais ils ont fracturé à mort. Exactement. On va se retrouver dans un instant. Mais c'est parce que le racisme, c'est s'attaquer à quelqu'un. Bien sûr. C'est dire sale blanc, sale noir. Là, c'est de l'anti-France. Donc ça veut dire que ces gens-là refusent de faire nation. En fait, ils sont contre le fait d'être unis, d'avoir un pays, d'avoir une nation. Et c'est terrible pour l'état de la France. Catastrophique ce qui s'est passé. Allez, on va se retrouver dans un instant, les chéris, avec les 5 images du jour. Voilà. Ah, on a encore des nouvelles de l'homme qui a sauté du public. Alors lui, ça y est, il commence à nous, il commence à nous carrer, à nous casser la tête, lui. Je vais commencer à m'énerver. Allez, à tout de suite. Merci d'être avec nous, il est 19h49. On est en direct, ça touche pas à moi. Allez, on va passer aux 5 images du jour et on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait contre Manchester hier pour la 7e journée de la Ligue des Champions. J'y étais hier et d'ailleurs je remercie mon ami Nasser El Khalifi. Voilà, parce que qui m'a dit qu'il fallait que je vienne tout le temps maintenant. Bah oui. C'est quand vous êtes entré sur le terrain que tout a changé. Enfin, sur le terrain, dans le stade en tout cas, au parc. Non, Ousmane Dembélé est exceptionnel. Aussi, bravo Ousmane, qui est un joueur que j'adore. Le PSG s'est imposé 4-2. On va revenir là-dessus. Alors, en première mi-temps, PSG était très bon. Hakimi aussi, exceptionnel. Voilà. Et alors, il y avait 2-0. Je ne vous cache pas qu'à la 50e, 53e minute, il y a 2-0 pour Manchester. Regardez. Et là, j'étais au bout de ma vie. Regardez. Alors sachez que le match était très important parce que si on perdait, on était pratiquement sûr d'être éliminé. Hein. Ça allait être très compliqué. Très compliqué. Le PSG est revenu grâce à Ousmane Dembélé à la 56e minute. Regardez. Des Barcola exceptionnels, et ça passe aussi. Alors il a marqué ensuite Bradley Barcola et ensuite, donc il y a 2 partout et ensuite il y a 3-2 avec Joao Neves. Regardez le but exceptionnel. Alors,
Je suis donc allé avec Mokhtar et regarde, alors, franchement on a rigolé, regardez, il y a des photos qui sont sorties parce qu'on n'avait pas vu, on s'était fait prendre en photo. Et c'est vrai qu'on a beaucoup... On a beaucoup rigolé, lui et moi. Regardez, je crois qu'il y en a plusieurs. Voilà, franchement, on s'est régalé, voilà, et on était très très contents d'être ensemble avec Mokhtar. On s'est régalé, franchement, match de fou, et on était les deux seuls à chanter, à danser dans le. Si, il y avait une très grosse ambiance. Non, mais très grosse ambiance dans le stade, mais au niveau des stars. Je vais vous dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre des stars. L'important, c'est qu'on gagne. Merci. Merci. Allez. Un nouvel incendie monstrueux ravage Los Angeles. Hier soir, un très violent incendie s'est encore déclaré et a ravagé près de 4000 hectares de la ville. Encore une fois, regardez, les images sont vraiment impressionnantes. Regardez. C'est au nord de Los Angeles, près de la ville de Santa Clara, et il y a déjà 30 000 personnes évacuées. Et les vents sont extrêmement violents, donc l'incendie se propage rapidement. La seule bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que tous les Canadair, les hélicoptères, les pompiers de tous les États-Unis ne sont pas encore repartis. Donc ils sont sur place, heureusement, et ils peuvent intervenir plus rapidement que la première fois. Mais c'est catastrophique. Ils se remettaient à peine des incendies dévastateurs, et voilà que ça reprend. Après de s'arrêter, ça fait 8 mois qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau à Los Angeles. 8 mois sans une goutte d'eau. Donc là, le sol est complètement sec. Et les Californiens, ils en étaient très fiers qu'il ne pleuve jamais. Voilà. Comment là, ça va se propager, ça? Ils craignent une propagation. Alors, ils disent que grâce à l'ensemble des moyens, 4500 pompiers, ils jugulent. Ils pensent que ça va pas se répandre autant que la première fois. Mais néanmoins, les vents, le Santa Ana, là, soufflent à une vitesse incroyable encore. Incroyable. C'est quand ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas croire qu'il n'y ait pas des départs de feu criminels là-dedans. Ah, moi, je suis un peu comme vous. Déclenché autrement. Je suis un peu comme vous. Oui. Ils enquêtent très fortement, d'ailleurs. Ils estiment que 5 incendies simultanés pour la première vague à différents endroits comme ça, forcément, il y a une action humaine. Alors après, la question, c'est involontaire ou volontaire. Voilà, donc ils enquêtent pour savoir... Il y a un problème quand même. C'est terrible. Allez, on va revenir sur cette affaire de téléphone, vous savez, ce paiement sans contact au péage qui prend de l'ampleur. Il y a donc un automobiliste qui s'est pris une amende pour avoir payé le péage avec son téléphone. On a le profil de l'influenceur également, Gilles Verdet. Sa vidéo a tellement buzzé qu'Emmanuel Macron l'a vue et il lui a lui-même répondu. Emmanuel Macron, je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Merci pour l'alerte. Mais alors, comment il peut s'abaisser à ça, franchement? Il n'a pas d'autres dossiers à traiter, Emmanuel Macron, qui a une vidéo qui buzz sur TikTok. Non, franchement, t'as raison. Mais... Merci pour l'alerte. Non, mais ça, oui. C'est incompréhensible. Très franchement, oui, c'est un problème, sans doute, qu'on paye avec un téléphone ou pas. Mais qu'est-ce que le président de la République a interféré avec un jeune influenceur comme ça? On a l'impression qu'il est désœuvré, qu'il cherche tous les moyens d'agir. Il dit, j'ai transmis votre dossier au ministre. Est-ce que c'est vraiment lui? Vous voyez vraiment que Bruno Retailleau avec ça à foutre? Non, mais c'est incroyable, très franchement. Il y a une telle différence entre l'influenceur président... Non, il a beaucoup de travail, Bruno Retailleau, déjà. Ah oui, et il travaille beaucoup. Moi, je ne comprends pas. Il faut le faire, ce qu'il a fait, parce que maintenant, il faut aussi que les gens demandent le remboursement de tous ceux qui ont payé des amendes. Et ça ne pouvait pas durer, parce qu'hier, tu en as parlé, tu as dit le drive, tu parlais des drives. Ça veut dire qu'au drive, tout le monde paye avec son téléphone. C'est-à-dire que les grandes sociétés de burgers, c'est-à-dire qu'ils auraient commencé à dire les gens, ils n'ont plus le droit de payer avec leur téléphone non plus. Donc il y a eu une incohérence, donc c'est bien qu'ils disent ça. Maintenant, il faut rembourser. Il y a d'autres problèmes en France. Tu me dis ça à moi. Tu me dis ça à moi. Bien sûr. Et là, parce qu'il y a un mec qui s'est fait arrêter, c'est une histoire insolite, il faut arrêter. Il y a Olive qui me dit qu'une enquête est lancée. Les gendarmes ont déjà répondu qu'ils ne trouvent aucune trace de sa contravention, apparemment. Oui. Ce que me dit Olive. Alors, les agriculteurs, ça va leur aller droit au cœur qu'on s'occupe de problèmes comme ça, alors qu'eux, ils crèvent la bouche ouverte. Alors, on a appris qu'il avait déjà fait le buzz, cet influenceur, mais pas pour des bonnes raisons. Il a déjà fait du prosélytisme à plusieurs reprises sur ses réseaux. On vous a préparé une compile, regardez. Pourquoi, en tant que musulman, on s'embêterait encore à aller prendre la voiture et aller chez le médecin alors que la médecine prophétique existe? Là, actuellement, il y a ma femme à côté de moi, vu que ça la concerne indirectement. C'est une sœur qui fait des abayas cousus main, elle les fait elle-même et tout. C'est limite la matière des burkinis un peu. Non.
Là, je m'adresse aux musulmans. Si on vous dit que la musique c'est haram, mais les gens ils comprennent pas pourquoi, c'est celui qui écoute le Coran et l'ami d'Allah et celui qui écoute la musique et l'ami du shaitan. Y a pas plus vrai en fait. Quand tu vois tout le délire autour de Satan, faut pas s'étonner qu'après que quand tu écoutes de la musique, ta foi baisse, c'est logique. Frère, voilà, si je peux donner un seul conseil, éloignez-vous au maximum de la musique, ok. Même si vous n'êtes pas croyant, vraiment éloignez-vous de ça. Ça vous détruit l'intérieur de votre corps. Ah oui, quand même. Raison de plus. Pour laquelle le silence du président de la République aurait été, oui. Ses services, aurait été, oui. Il ne peut pas comme ça interagir. Il aurait dû demander à ses services. Ça doit être amorti par les services qui doivent dire attention, profil dangereux, à risque. Monsieur le Président, ne répondez pas. C'est invraisemblable. Géraldine. C'est incroyable. Non, mais cette réaction, elle est tellement inappropriée, elle est tellement hors sol, elle est un peu pathétique. Hein. Franchement, c'est un côté un peu fin de règne. Et vous savez que j'adore. Ah bah oui, vous adorez Emmanuel Macron. Le président. Ah mais c'est vrai, oui. Et là, franchement, oui, on a l'impression qu'il vient gratter le buzz de cet influenceur sans avoir les tenants et les aboutissants. Oui. Alors, s'il y a un autre truc, parce qu'il y a 1000 trucs qui ne marchent pas en France, Polska va faire une story, je ne sais pas, sur TikTok, ça va bien prendre et tout ça, et il va répondre parce que, on marche, franchement, là, pour le coup, on marche sur la tête. Alors, c'est assez pathétique. On marche sur la tête, vous allez voir, oui. Non, Gilles, juste pourquoi tu as dit que c'était un profil dangereux ? Je comprends pas, parce que toi qui es un fervent défenseur des musulmans, il a rien dit en fait, le mec qui parle juste de religion. Ouais, ça... Là, attendez, excusez-moi. Bah, il dit quoi ? Il dit la musique, c'est haram, etc. Non, mais pourquoi c'est un profil dangereux ? C'est évident. Non, mais c'est alors à minima un profil sulfureux. Si vous voulez que je retire dangereux et que je mette sulfureux. Il a parlé de religion. C'est pas anecdotique ce qu'il dit quand même. Bah, il dit que la musique pose problème dans la religion musulmane, ce qui est vrai au fond. Je comprends pas. Il n'est pas dangereux. Enfin là, pour le coup, c'est un contre son camp. Désolé, mais. Contre mon camp, quel est mon camp ? C'est une expression. Alors, dites-moi ce que vous voulez dire. Je vais te dire ce que je veux dire. Oui. Tu es musulman et contre son camp, ça veut dire donc que tu dis qu'il est dangereux parce qu'il parle. Quoi ? Je fais non, mais tu dis qu'elles sont dangereuses. Alors qu'il fait simplement que décrire. C'est un profil à minima sulfureux. Non, t'as dit il est dangereux. Pardon ? T'as dit il est dangereux. Alors si vous voulez, on peut faire comme ça de la sémantique. Si vous voulez dire dangereux par sulfureux. Non, mais il faut pas tout mélanger. C'est tout. Pardon ? Non, mais que ce soit un influenceur qui fasse des polémiques à 2 balles, certes, mais il a le droit d'être musulman. J'ai jamais dit quoi que ce soit qui aille contre la vie ensemble dans la République française. Non, tu as dit qu'il était dangereux suite aux vidéos qu'on a vues qui, moi, ne me posent pas de problème. Sulfureux, si vous voulez. Voilà. Sulfureux, ok. Je suis un peu d'accord avec Guillaume là-dessus. Le problème avec lui, c'est juste que le président lui ait répondu, quoi. Le vrai problème, c'est ça. Pourquoi il répond ? Oui, bien sûr. Polska, qu'est-ce que t'en penses, tiens, toi qui. Moi, je trouve pas que c'est un problème. Justement, à chaque fois, on se plaint que le président nous écoute pas. Pour une fois, il nous écoute vraiment et il est efficace. Moi, j'aime bien. Et je suis totalement d'accord avec Guillaume. Là, j'ai pas compris, Gilles. Parce que... C'est quoi le... Est-ce qu'il a fait des vidéos ? Genre, je comprends pas. Il a le droit de faire des vidéos, il parle de sa religion. Il fait rien de mal en soi. Le président qui nous écoute et les agriculteurs, ça fait 2 ans qu'ils attendent pour bouffer. Mais pour une fois qu'il nous écoute, ça fait du bien. Une vidéo sur le péage, le président. Alors je vais vous sortir de là. Arrêtez tes conneries. Arrêtez vos conneries. Non, mais ce que veut dire Gilles, pour arrêter avec ça, c'est que Gilles, il dit sulfureux parce que. Évidemment, la majorité des musulmans écoutent de la musique. Donc voilà, dire que c'est ce qu'il veut dire. Il dit sulfureux, voilà, Gilles écoute de la musique. Voilà, donc c'est ça l'histoire. C'est ce que train de dire Gilles. Il voulait dire sulfureux au lieu de dangereux. Moi, je suis un peu d'accord. Moi, je suis juste d'accord avec Raymond sur ce qu'il a dit. J'aimerais bien qu'il réponde aux agriculteurs, moi, je pense. Ben oui. Voilà. Et là, oui, je préfère une vidéo sur les agriculteurs que sur cet influenceur qui nous raconte. Si tu veux des scandales de péage, je peux t'en donner des scandales, moi, de péage. Si on a 30 secondes sur la ils sont passés en flux libre. Flux libre, ça veut dire qu'il n'y a plus de péage, tu t'arrêtes plus. C'est-à-dire que si tu n'as pas payé d'abonnement au péage, tu dois aller sur Internet toi-même payer ton péage. Ça, c'est un sacré scandale. Sinon, on te dit, sinon c'est très simple. Tu prends le télépéage. Mais le télépéage, c'est un abonnement de 2 €. C'est rien, 2 €. Mais par rapport aux millions de voitures, c'est encore un racket. Pourquoi je dois aller m'abonner à un truc que je vais payer 2 €? J'ai pas envie en fait. Moi je veux aller au péage et payer mon péage. Là on te dit carrément tu rentres chez toi et tu as 72 heures pour payer l'amende. Si tu ne la payes pas c'est 135 €. Là il devrait faire une vidéo. Vas-y fais-la maintenant, Mais je la ferai un autre jour la vidéo. Moi je fais pas de vidéo sur les réseaux. Vas-y dis monsieur le président, voilà. Monsieur le président, je trouve scandaleux de faire les autoroutes à flux libre. On n'est pas nous des gens des impôts pour collecter nos impôts parce qu'on a roulé. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de rouler dans les zones ZFE là. C'est-à-dire que maintenant si tu as une voiture qui a 10 ans, t'as pas le droit de rouler dans la ville, tu laisses ta voiture et après t'es encore en infraction quand tu prends l'autoroute. Maintenant, juste te déplacer en voiture, t'as fait des dingueries. T'as pris 135 € sur la ZFE, t'as pris 135 € parce que t'as oublié 48 heures après ou 72 heures après d'aller sur Internet payer ton amende. Mais mec, j'ai pris l'autoroute, j'ai rien fait de mal en fait. Donc faut arrêter ce racket-là. Et Vinci, les 2 € qu'on paye par mois, Vinci, ils vont se gaver en fait. Ça te fait rire. Moi, c'est parce que tu conduis pas. Tu prends pas la 13. Mais calcule le nombre de voitures. Et n'oubliez pas, je vais continuer parce que dans ma folie, ça fait comment ? On fait une autoroute d'abord.
Après 2 autoroutes, tout le monde ferme sa gueule. 3 autoroutes, tout le monde ferme sa gueule. Tous les autoroutes de France, elles seront comme ça. Et vous allez en faire les malins quand tous les autoroutes, il faudra donner 2 balles. Il va te répondre, le président. Et la petite mémé qui ne sait pas qu'il faut aller payer par télépéage maintenant, qui n'a pas vu l'affiche sur le bord de l'autoroute, elle va prendre... Non, Jean-Mi, tu rentres elle a raison, mais ouais. T'as des problèmes. Je sais, j'ai oublié, t'as des oublié. problèmes. Merci, c'est bon. Allez, merci. 2, 3, 4, regardez, ça passe à 135. ces téléspectateurs, merci. Regardez. Voilà, 79, ils sont choqués par la réaction du président. Ils pensaient qu'ils n'allaient pas lui répondre. On va passer à un autre champion. Lui, il fait partie des champions des champions. Éric Piolle. Le maire de Grenoble. Alors lui, je peux vous dire que lui pour moi, il fait partie du top 3 des champions. C'est chez moi. On a actuellement, je sais. Il fait pas mal de sorties concernant le trafic de drogue en ce moment. Sur le plateau de France Info, voilà, il a même dit qu'il fallait trouver une manière de vivre avec les dealers. C'est incroyable. Il y a Anne Hidalgo qui nous dit comment vivre avec les rats, et lui il nous dit comment vivre avec les dealers. Je peux vous dire qu'avec des gens comme ça, on est sûr qu'on va y arriver en France. Et Chirol est juste à côté. Ouais, merci, c'est bon. On va regarder sa déclaration. On va le voir. Il est incroyable. Lui, franchement, il les met toutes dedans. Hein. C'est un truc de fou. Hein. En plus, il est même pas écolo. Regardez. Je n'ai jamais vu de cocaïne moi-même, donc je peux pas dire que j'y suis directement confronté. On en voit les traces. Ouais. Les traces dans l'espace public avec les points de deal. Ils ne peuvent pas accéder, par exemple, à des bâtiments parce qu'il y a des dealers au pied des... En tout cas, il faut trouver un modus vivendi avec les dealers. Et nous voyons que c'est de plus en plus difficile parce que les dealers sont maintenant des multinationales organisées qui exploitent des personnes qui sont là vraiment de plus en plus jeunes et de plus en plus paumées. Un modus vivendi avec les dealers. Donc on va aller les voir. Bon, alors vous pouvez dealer, mais comment on peut faire? Parce qu'en fait, nous, on aimerait rentrer la voiture entre 16 et 18. Donc voilà. Alors parce qu'à 17h30, moi, je dois aller chercher le petit à l'école. Donc juste là, voilà. Mais vous inquiétez pas, on va vous laisser faire vos conneries. Vous inquiétez pas, c'est juste voilà. Non mais quand on a des génies comme ça, comment vous voulez que la France tourneront? Non mais comment vous voulez que la France tourneront avec des génies comme ça? Parce que demain. Si vous dites, vous tapez du poing sur la table et qu'il y a un mec qui tape du poing sur la table et qui dit écoutez-moi bien, le trafic de drogue, je vais m'en occuper et je vais y aller franco et je vais rentrer dans les cités, etc. Et je vais, je vous le dis, ça va secouer sévère. Tu vas avoir des gars comme ça qui vont avec des associations qui vont te dire oui mais c'est inadmissible, qu'est-ce que vous faites, et qui vont s'insurger contre toi. Donc ces gars-là déjà, il faut leur dire, il faut pas qu'ils aient le droit à la parole, parce que sinon t'es mort. Je te le dis. C'est horrible. Les gars comme ça, avec des gars comme ça, t'es sûr que tu vas aller droit dans le mur. Non mais c'est quand même incroyable. Le mec baisse les bras, il est dans sa ville. Il y a un trafic de drogue. Écoutez, il faut que je trouve un modus operandi, un modus vivendi avec les trafiquants de drogue. Je vais voir. Je peux voir. Voilà, s'il me fait gratuitement pour peut-être quelqu'un que je connais, peut-être que je voilà. Non, mais je crois que les pickpockets de la ville ont demandé un rendez-vous avec le maire pour savoir comment ils pouvaient s'arranger aussi, dans quel quartier ils pouvaient opérer sans qu'on laisse tout. Non. Non mais ça témoigne d'une impuissance. Non mais moi ce que je dis, c'est qu'il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai un contrôle fiscal, un redressement de TVA, ils ont saisi et vidé les comptes. Voilà, donc les gens qui font les gens honnêtes, les gens honnêtes, ils vont se prendre des contrôles, on va leur vider leurs comptes, ils vont pas pouvoir aller retirer d'argent à la banque, mais des gars comme ça, on va les voir. Bon, comment on peut faire les mecs? Parce que parce que moi je veux bien que vous gagniez votre vie, je comprends, hein, c'est un business. Pas vous gêner. Voilà, j'ai vu la voiture de sport là, je sais que ça suce. Hein. Donc voilà, non mais je sais que ça suce ces conneries. Donc voilà, moi je veux pas vous faire chier. Et tous les gens qui font les choses bien, quand je vous dis que dans ce pays on marche sur la tête, je le dis tous les soirs, c'est pas qu'on marche sur la tête, c'est que là ça devient de pire en pire. Je vous dis, la France est un pays. Le slogan de la France, je le dis tous les soirs, on aidera tout le monde sauf les Français et on aidera tout le monde sauf ceux qui travaillent ou ceux qui veulent travailler. Ça c'est sûr. Ceux qui travaillent, qui veulent travailler et qui font tout bien, eux, t'inquiète pas, tu vas te prendre des contrôles fiscaux, tu vas te prendre des trucs, tu vas te prendre des amendes, tu vas te prendre des conneries. Il va te rester rien le 10 du mois. Hein. Le mec qui va dealer à Grenoble, là il y a le maire qui va dire bonjour Éric Piolle, maire de la ville. Vous avez besoin de quoi? Belle affaire, hein. Vous avez fait une belle année, Dieu bénisse. Hein. Non mais sans rigoler. Mais et ça, je vais vous dire, c'est aussi des gars qui véhiculent cette idéologie. Je vais pas les citer ici, vous savez de qui je parle. Mais sur la drogue, il y a eu des choses qui ont été dites dans cette émission qui sont inadmissibles et où les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ce qui a été dit ici sur le trafic de drogue et sur la drogue et sur, je vous dis, sur les toxicos. On a entendu des choses ici qui pour moi sont inadmissibles. Voilà. Je le dis, Thomas, c'est de quoi je parle. Ça témoigne d'une impuissance totale face à la délinquance et ça veut dire que les lois n'ont plus de sens. Et moi j'ai une anecdote, c'est qu'en chinois, la France, ça se dit le pays des lois.
Ça se dit Faguo. Et en fait, les Chinois se foutent de notre gueule parce qu'on est le pays des lois qui ne respecte pas ces lois. On est le seul pays où tu peux traverser au rouge, etc. Les lois sont faites pour être transgressées. Et là, à cause de ça, on est la risée du monde et les lois n'ont plus aucun sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis il est interdit de consommer de la drogue, il est interdit de dealer de la drogue, et tu as un représentant politique qui dit on va discuter avec eux pour trouver une solution, bah non, il faut les dégager et dégager la drogue. Il faut les dégager. Voilà. C'est le jour où tu auras un mec qui va dire on va les dégager, mais je vous le dis, ça va secouer sévère. Voilà, il va y avoir, les mecs, ça va être une mini-guerre. Ça va être une guerre, je le dis. On est dans une guerre sur le trafic de drogue, croyez-moi. Donc, dans une guerre, c'est les moyens d'une guerre. Et c'est, mine de rien, donc il va falloir... Mais je peux vous dire que les habitants, ils préfèrent savoir, on préfère leur dire, écoutez-moi bien, voilà, on va vous mettre peut-être à l'abri, etc. Mais ça va vraiment secouer pendant quelques temps. Mais vous allez pouvoir revenir. Et là, ça va bien se passer. Plutôt que de dire, ah ben non, parce qu'il y a des mecs qui habitent, truc, on peut pas, etc. Je peux vous dire que les habitants qui sont au cœur de ce trafic de drogue, je le vois, il y a des villes qui, je l'ai dit ici, Grenoble, c'est invivable. Ah ben, le mec qui fait tout bien à Grenoble et qui veut travailler, qui veut être un bon citoyen, il peut pas vivre à Grenoble. Le mec qui est un mec bien à Nantes, il peut plus vivre. Nantes, c'était une ville tranquille. Aujourd'hui, tout le monde dit Nantes, à 18h, tu sors pas à Nantes. Ah bah je t'explique, tu sors à Nantes, c'est un coupe-gorge. Mais je te le dis. La guillotière. Non, mais je te dis, tu vas acheter du pain, tu te retrouves avec du pain avec de la cocaïne dedans. Non mais je te le dis, bah oui. Rennes, c'est pareil. Rennes, c'est catastrophique. Bizarrement, ces villes ont un point commun. Je ne le donnerai pas. Je pense que vous l'avez trouvé ici, Géraldine Maillet. Non, mais malheureusement, effectivement, toutes les villes aujourd'hui, les grandes, les petites, les moyennes, toutes sont gangrénées par le trafic de drogue. Et on a l'habitude des propos complètement hors sol, au-delà du laxisme. Il y a Montpellier aussi. Maire de Grenoble, on est au-delà du laxisme là. Mais dans ce qu'il dit là, outre le fait que le narcotrafic gangrène notre société et tue tous les jours, les jeunes, les vieux, tout le monde. Le pire dans ce qu'il dit, enfin, j'aimerais bien qu'on le réécoute. Éric Piolle. En gros, les dealers, en fait, les dealers seuls et paumés. Donc en fait, ça veut dire qu'ils seuls et paumés. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des dealers seuls et paumés? Le dealer, il dit paumé. Mais pour moi, le dealer, il doit être seul, paumé et en prison. Voilà, moi, j'en ai rien à foutre de lui. Le dealer, moi, ne m'intéresse pas. Vraiment, le dealer, moi, pour moi, il s'est mis en position, il s'est mis hors de la société, il reste hors de la société. Vous savez, c'est comme au Monopoly. Pour moi, je le vois derrière les barreaux comme ça. Et voilà, et je passe et moi je fais des tours et j'achète la rue de la Paix, j'achète l'avenue des Champs-Élysées, j'en ai rien à foutre. Mais je vous le dis, bah oui. Pour Monsieur Piolle, la société est responsable. Donc... Mais non, mais Monsieur Piolle, pour Monsieur Piolle, la société n'est pas responsable. Non, mais non, pour Monsieur Piolle, je vais vous dire, arrêtez de croire que Monsieur Piolle dit ça parce qu'il a une idéologie. Monsieur Piolle, le seul truc qu'il se dit, j'ai les élections qui arrivent. Donc, je ne peux pas me mettre tout le monde à dos. J'ai été très, très à gauche. Il va falloir que je garde mon cap, parce que là, ça va être compliqué de repasser. Voilà, et il va aller chercher ses électeurs. 2, Éric Piolle, je peux vous dire, ça, pour moi, c'est un discours de mec qui n'a aucun courage. Ah oui, c'est je vais laisser faire, en fait. Je vais trouver, voilà, exactement, je vais laisser faire. Mais, excusez-moi, aujourd'hui, des mecs comme ça, c'est extrêmement dangereux. Franchement, vous vous rendez pas compte. Ils sont responsables. C'est opportunisme, mais il y a des conséquences. Grenoble, c'est la 6e ville la plus insécure de France. Bien sûr. Et sur les 10 villes, et c'est pas de la politique, encore une fois, moi j'ai aucun problème avec les gens de gauche, sur les 10 villes les plus insécures de France, 9 sont dirigées par des gens de gauche. Donc le laxisme à foison, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. À un moment, les mecs, il faut qu'ils se remettent en question. Quand tu vois que ça marche pas, non, les mecs, ils continuent dans leur truc. Ils sont persuadés qu'ils sont dans le vrai. Et ils continuent à donner des leçons à tout le monde. Mais le pire, c'est qu'il a des supports. Bah oui, ça, exactement. Et il y a des gens qui ont voté pour lui, surtout. Oui, je trouve ça sidérant. Les gens qui ont voté pour lui, il faudrait peut-être leur expliquer que le dealer, à la base, c'est quelqu'un qui vend de la mort. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, ça tue, en fait. Quand tu vends de la drogue, tu tues des gens, en fait. Donc lui, il dit, il faut trouver une manière de négocier avec des gens qui vendent de la mort. Et en plus, si t'es flic dans cette ville, moi, j'ai pas envie d'être policier, en fait. Parce que mon propre maire, il me dit qu'il veut négocier avec les mecs sur qui il m'envoie courir. Bien sûr. Je vais pas les courir, monsieur le maire. Allez les chercher eux et allez vivre ensemble. Attention, on a appelé sur telle intervention. Moi, j'y vais pas. Tu nous as dit qu'il fallait vivre avec eux, il fallait négocier. Tu vas prendre ta Renault 25, là, tu vas aller les poursuivre. Je vais pas prendre mon 3008 pour aller me faire tirer dessus. C'est toi qui leur as dit qu'il fallait négocier. Je négocie pas. C'est une zone de non-droit, là. C'est quand même curieux. Est-ce que Thomas Guénolé tient là-dessus? Oui, je suis plutôt pas d'accord avec ce que j'ai entendu. La drogue. Ah bah c'est... Oh, quelle bonne nouvelle. C'est Thomas, je pense, si vous m'aviez dit que vous étiez d'accord,
je pense que j'aurais changé d'avis. Donc je suis content que vous ne soyez pas d'accord. Mais je commence par un mea culpa. En début d'émission, je me suis chauffé, j'ai coupé la parole à tout le monde. Je suis désolé, c'est juste qu'il m'arrive parfois d'avoir un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai plus de mal à me contrôler en plateau. Et je suis désolé pour le bordel que ça a fait. Alors Thomas, je prends vos excuses. Et sachez que j'ai le même problème avec Raymond Lété. Parfois, il a des sujets. Voilà. Donc je sais ce que c'est. Et vous inquiétez pas, je ne vous en tiens pas rigueur. On est passé à autre chose. Vous savez, ici, tout va bien. J'aime beaucoup Thomas, il le sait. Et on discute, on discute et on s'adore. Et je vais vous dire, Thomas, c'est celui que j'ai le plus au téléphone de toute l'équipe. C'est ce qui est fou. Même si je deviens fou au téléphone. Ce matin, merci. Mais voilà, bien sûr, vous êtes tout excusé, Thomas. Merci, c'est gentil. Je pense déjà que la prohibition pure et dure, c'est-à-dire on essaye vraiment d'éradiquer toutes les filières, tous les trafics, etc., ça donne ce que fait le Mexique. Et le Mexique est allé jusqu'à envoyer l'armée. Et même au Mexique, où ils vont jusqu'à envoyer l'armée, ça ne marche pas. Il y a du trafic de pépito. Or donc... Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça a fait des milliers de morts à ce jour, parce que c'est une véritable guerre. Et même ça n'éradique pas. Je peux vous dire pourquoi, Thomas ? Parce qu'on a laissé des choses trop traîner au Mexique. Non, mais je vous dis juste. En France, on peut encore juguler tout ça, à mon avis, parce qu'on n'est pas. On a utilisé le terme, et certains ont utilisé le terme de mexicanisation, c'est-à-dire qu'on est en voie de mexicanisation. C'est-à-dire qu'on est quand même, voilà, au niveau de l'insécurité, je pense qu'on est au niveau du Mexique. Au niveau du trafic de drogue, je pense, on y arrive au niveau du Mexique, au niveau de l'insécurité. Je peux vous dire qu'il y a des villes, Montpellier, avant tu sortais toute la nuit. Aujourd'hui, Montpellier à 16h, t'es comme ça. Hein. C'est vrai, mais au Mexique. Tu vas acheter 2 granolas, t'es comme ça. Non, mais je te le dis. Donc voilà. Mais je pense qu'en France, il y a encore le temps. C'est maintenant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser traîner, parce que sinon on va se retrouver comme le Mexique, et ça va être compliqué de revenir en arrière. J'aurais une suggestion, juste, c'est d'une part, et ça me paraît vraiment important, de dépénaliser les consommateurs pour pouvoir les accompagner et les soigner. C'est ce qu'a fait le Portugal, et le nombre d'usagers, et le nombre de toxicos, et le nombre de gens qui meurent d'overdose a chuté en flèche. Donc, ils ont aussi du sang sur les mains, les consommateurs. Attends, il se trouve que du coup, si le but, c'est d'aider les gens qui tombent là-dedans, c'est l'approche par la dépénalisation, le soin et l'accompagnement qui a fonctionné au Portugal. Deuxième suggestion, ce serait de légaliser le cannabis. Je ne reviens pas là-dessus, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est bon, oui. Je pense que c'est ça nous fait chier, moins dangereux que l'alcool pour plein de raisons, etc. Mais j'ajouterais que... Attends. Tu peux pas aller travailler avec du cannabis dans le sang, c'est mort. Il faut attendre 10 jours. Tu vas pas rester 10 jours chez toi à dire j'ai fumé un joint, je peux plus conduire. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, c'est combien de temps ça reste combien de temps à salive? Juste, attends. Tu confonds le maintien dans le sang du THC et le fait de ne pas être capable de prendre le volant. Ne pas prendre le volant après le cannabis, c'est entre 15 minutes et 7 heures. C'est pas plusieurs jours. Hein. Mais donc, juste pour dire, mais pour terminer, si on légalise le cannabis... Attends, c'est long, j'en peux plus, ça m'a saoulé. Mais ça libère... Non, mais j'ai décroché. Il y a ma mère qui me dit, tiens, déjà à l'époque, papa ne pouvait pas rentrer dans les immeubles à cause des dealers, c'était tenu par les dealers. Et je vais vous dire ce que j'ai dû faire. J'ai dû prendre un pote à moi qui allait avec mon père pour aller faire des visites. Pour au cas où il y a un problème, etc. Donc il y a un pote à moi qui l'a accompagné pendant 2 ans, pour vous dire, parce que c'était impossible de rentrer. Donc mon père me racontait, il me disait, je peux te dire, t'imagines, les habitants dans les cités, dans les immeubles, qui voient que toute la journée, ils ne peuvent pas rentrer et sortir de chez eux. Ils ne peuvent même pas faire des courses. Tu sais qu'ils rentrent avec des courses, tu as des dealers qui sont là, ils sont en bas, c'est insupportable. Ceux qui ont des enfants, comment tu laisses sortir ton enfant de 12, 13, 14, 15 ans, tu te dis, il va se faire attraper par les dealers, etc. Donc, je vous le dis, c'est invivable. De la mexicanisation. Bien sûr, mais bien sûr. Non, mais Géraldine, je vais vous dire quelque chose. Si, Thomas, ça y est, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est très bien, merci, c'est bon. Moi, je vais vous dire, c'est où vous avez un mec qui tape vraiment du poing sur la table et qui va, mais je vous le dis, ça va vraiment secouer. Donc c'est pas comme, c'est pas les mecs qu'on a eu là. Hein. Il y en a qu'un pour moi qui peut actuellement, en tout cas dans ceux qui sont au gouvernement, les 2 qui bougent, c'est Darmanin et Retailleau. Mais ils n'ont pas les mains libres aujourd'hui. Ils peuvent essayer de faire des choses, mais bon. Mais il faut pas, si vous commencez à écouter Éric Piolle, Mathilde Panot, Rima Hassan et toute l'équipe, je peux vous dire, vous êtes morts. Hein. Vous faites rien. L'unanimité au moins depuis. Vous faites rien. Oui, mais ça les arrange. Ça les arrange, la situation les arrange. Sachez que la situation les arrange.
Eux, oui, bien sûr. Bien sûr que la situation les arrange. Il y a le drame économique aussi. Vous savez combien c'est l'industrie de la drogue? C'est 3 à 6 milliards d'euros par an. Le mec qui ne paye pas d'impôts, qui paye tout au black, etc. Bien sûr. Ça aussi, on n'en peut plus. Et on les laisse faire et tout le monde les voit et personne ne dit rien. Les mecs en Lamborghini, etc. Un truc, ils payent tout en cash et personne ne dit rien. Légalise et ils payeront des impôts. Non, mais c'est bon. Mais tu te rends C'est logique. Tu peux dire ça aux parents dont les enfants pour le cannabis. Pour le cannabis. Ce qui m'inquiète, c'est que tu es enseignant. Ouais. Et là, je me dis quand même, c'est grave. C'est pas faux. Là, c'est tout ce que j'ai à dire. Exactement. J'ai la chance d'avoir des étudiants très ouverts d'esprit. Ah ouais. Oui, très ouverts d'esprit, oui. Il fume en classe, il fume en classe. Tu me diras à l'école, mon chéri, parce qu'au moins que je ne les prenne pas dans ma société. Le bedeau en classe. On va se retrouver dans un instant. On va revenir sur l'homme qui a sauté du public de TPMP. Alors, il a fait une interview avec un TikToker qu'on aime bien. Je crois qu'il était avec, vous savez, Nabil, celui qui me ressemble. Ouais, mon sosie. Et apparemment, je crois qu'il a fait une interview avec lui. Et il a fait un autre truc. Il a dit, qu'il affirme ne pas avoir de problème psychologique. Et vous allez voir ce qu'il a dit. Il a changé encore sa version là aujourd'hui. Voilà. Donc lui, commence à me courir sur le haricot. Qu'est-ce qui se passe, Raymond? Trop gentil. Trop gentil, j'allais pas le. Lui, il aurait voulu que je le. C'est pas ce que je dis. Quand il y a eu la pub, j'ai dit, il est où le gars? Il m'a dit, ça y est, il est parti. Non, mais ça, c'est pour ça qu'on là maintenant, ça va s'arrêter directement. Je suis d'accord avec vous là-dessus. On est assez d'accord. Ils sont là, voilà. Je leur ai parlé. Ça va pas se passer comme ça. Et puis on aura le débat du jour avec Fabrice Divisio. Alors là, aujourd'hui, le débat du jour, j'aime bien. Il y a un livre qui révèle que l'Élysée aurait tenté de bloquer des enquêtes sur la crise du Covid. Fait par deux garçons extrêmement sérieux. L'homme et Davé, exactement. Ils sont extrêmement sérieux. Êtes-vous choqués? Dites-nous, c'est un truc de fou, ça. Vous allez voir les révélations que je vais vous faire. Géraldine Maillet, là, je peux vous dire, ça va chauffer dans les Bermudas. À tout de suite. Merci d'être avec nous les 20h24, on est en direct. N'en touche pas à mon poste, merci d'être là. Vous le savez, il y a un gars qui s'est jeté du public, c'était quand? C'était mardi. Il ne s'est pas caché pour assumer qu'il recherchait un coup de buzz. Mais visiblement, il n'a pas terminé. Il répondait aux questions de Nassim. Voilà, exactement, Nassim. C'est un influenceur qui fait des lives sur TikTok. Et il lui a demandé, c'est Navid. C'est lui qui était mon sosie. Pas prendre à laisser. Exactement. Voilà, donc après, il a été répondu à mon sosie. Il lui demandait comment s'était passée son éviction du plateau. Et selon lui, des membres de notre sécurité l'auraient menacé. Regardez. Ça t'a fait mal, c'est violent? Ouais, ils m'ont quand même bien chopé au tout début. Ils m'ont quand même bien chopé et pendant toute la soirée, j'ai eu mal au bras et tout quand même. Ils ont été quand même un peu menaçants, les agents de sécurité avec moi. Ils m'ont fait attendre de savoir si Cyril allait venir. Et Cyril n'est pas venu. Et en fait, ils m'ont demandé ma pièce d'identité parce qu'ils voulaient porter plainte. Porter plainte, moi je sais que je risque rien en vrai, j'ai rien fait de mal. Mokhtar, t'as vu, il a commencé à dire oui, tu sais que là, si on veut, là, on te défonce. C'est facile de dire ça quand vous êtes 4 agents de sécurité et que vous êtes des bulldozers. C'est facile. T'as eu peur à ce moment-là? Non, parce qu'en vérité, je savais très bien qu'il disait ça, mais qu'il allait pas le faire. Et je sais que Cyril Hanouna, il a donné des instructions et qu'ils n'ont pas le droit de faire ça en fait. Ils sont obligés d'être un minimum, t'as vu, gentil, un minimum patient quoi. Voilà, alors la sécurité a vraiment fait le boulot, franchement. Oui. Bravo à la sécurité en tout cas et bravo à mon Mokhtar. Voilà. Non. Juste, il faut que ce jeune homme fasse attention pour le buzz parce qu'il peut. Moi, j'avais donné des instructions, comme il dit, mais c'est vrai qu'à un moment, voilà, ça peut devenir dangereux. Et là aujourd'hui, la sécurité, voilà, ils laisseront pas passer. Je sais que Raymond est très énervé par cette affaire. Moi, j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait un peu. Faut pas prendre mal et faut voir au plus large. Ça fait un peu Éric Piolle. Tu mets des agents pour qu'ils respectent la sécurité. Après, toi, tu dis derrière aux gens, ne les tapez pas, laissez-les tranquilles, recommencez. Les gens, sautez, recommencez. On portera pas plainte, on vous fera rien. Je suis désolé, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, le mec. Ouais. C'est comme j'ai dit. Hein. Non, mais il y a pas. Non, mais je vais vous dire. Non, mais une fois que t'es à 4 porter plainte, Raymond. Moi, je sais pas. Dis pas de bêtises non plus. Crois-moi. Faut arrêter, porter plainte. Non, là, on va être beaucoup plus dur avec ce qui se passe là, et c'est moi maintenant qui vais gérer en direct. Voilà, c'est ce genre de fait. S'il y en a encore un, c'est moi qui vais gérer directement. Mais ne crois pas, porter plainte. Je vais te dire, il va rien se passer du tout. Donc là, tu dis, là, tu crois au Père Noël. Non, mais ce que je dis vraiment, c'est que c'est facile de remixer l'histoire pour lui. Bien sûr, oui, mais on s'en fout, oui. Lui, il fait son buzz. Peut-être qu'il voulait faire une dinguerie. Bien sûr qu'il pouvait faire une dinguerie. Si tu me fous à 4 par terre, moi aussi, je vais te dire. Bien sûr, oui. Ramenez-moi des préservatifs, je veux faire l'amour avec Cyril Hanouna. Je rigolais, les mecs. C'est une blague. T'emmerdes pas. Au sol avec 4 mecs. Non, mais c'est sûr.
Mais bon, voilà, c'est pas non plus. Vous savez, moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vous savez pas, moi, je vous dis la vérité. On regarde sans le son, on a l'impression qu'il veut faire une attaque. Enfin, pas une attaque. Oui, bien sûr. Il est violent, quoi. Oui, non, mais en plus, voilà. C'est vraiment proche de Kelly. Hein. Ouais, c'était très proche de Kelly, exactement, qui va bien, j'espère, on l'embrasse. J'espère qu'elle va bien et qu'elle s'est remise. Kelly, voilà. Kelly, elle a un mental. Tous les gens, ils veulent nous parler. Hein. Tous les gens qui sont là le soir, qui disent on aimerait bien vous parler. On aimerait bien faire des photos. Mais ils se tiennent tranquilles. Non, mais lui, il ne parlera plus jamais. Ah, bah, il ne reviendra plus jamais. Mais ce qu'il dit sur la sécurité, c'est pas bien. Bien sûr. La sécurité, ils ont fait un travail exceptionnel, bravo à eux. Ils auraient défoncé quelqu'un. Bien sûr. Très bien qu'ils sont 4, ils le sortent. Non, voilà. En le mettant de côté, et la sécurité, donc, elle a 14 ans. Elle a 14 ans de TPMP, on ne l'a pas attendu. Il était encore en train d'aller en 6e B que la sécurité. Elle était déjà en train de faire la sécurité sur le plateau. Ils ne l'ont pas attendu. Allez, merci. On va parler de cette affaire. Révélation sur les fautes de l'État pendant le Covid. Avons-nous été manipulés? Ce matin, les auteurs d'un livre, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, des auteurs extrêmement sérieux, étaient à la télévision chez nos amis des Grandes Gueules pour parler du livre. On a expliqué comment l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes sur la crise du Covid et a modifié un texte du président de l'Assemblée nationale. Regardez, qu'il devait remettre au juge d'instruction. Regardez. L'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes, oui. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait, on va leur faire apprendre quasiment par cœur, plutôt que de dire éventuellement la vérité. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. C'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Voilà, alors c'est vrai qu'il y avait cet extrait. Il y a également le scandale des masques manquants, des coupes budgétaires problématiques. La gestion des masques illustre les effets d'une décennie d'économie. Le parcours difficile d'Agnès Buzyn, partie juste avant le confinement, a vécu l'enquête comme un calvaire. Elle a été soutenue par Jérôme Salomon, directeur général de la santé, qui s'est proposé comme fusible pour la protéger. Didier Raoult également, malgré des critiques, Didier Raoult est resté influent dans les cercles du pouvoir, bénéficiant d'un soutien secret de l'Élysée et du ministère de la Santé, même après ces polémiques. Fabrice Divisio, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces révélations? Ce que je pense, c'est que quand je vous disais ici qu'on basculait en tyrannie, vous en avez la démonstration. C'est quoi la tyrannie? C'est la confusion des pouvoirs. C'est ça qui définit une tyrannie. La démocratie, elle se définit par une séparation des pouvoirs. La tyrannie, elle se définit par une confusion des pouvoirs. Quand vous avez l'exécutif qui vient dire au législatif ce qu'il faut faire, qui vient de corriger son texte, et que ce dernier l'accepte et va le réciter devant les juges, on a une entrave à une enquête judiciaire, donc on piétine l'autorité judiciaire et on vient confondre pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Alors qu'est-ce qui reste après? Ma question, c'est qu'est-ce qui reste après? Alors ils disent par exemple qu'ils ont raconté n'importe quoi du début à la fin sur les masques. Mais ça, alors... Vous l'aviez dit d'ailleurs. Je rappelle quand même que j'ai été le premier à déposer plainte devant la Cour de justice de la République. J'avais été violemment critiqué à l'époque, je n'ai pas entravé. Juste, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait fortune grâce à cette bêtise des masques. Des fortunes, qui sont milliardaires aujourd'hui. Sur le dos des Français. Non, mais est-ce que vous le savez, ça? Multimillionnaires sur le dos des Français. Et sur le dos d'une bêtise qui a été véhiculée. C'est quand même incroyable, je vous le dis. Les mecs, là, ils sont... la TVA. Non, je vous le dis, exactement. Et il y a des mecs qui ont fait des magouilles énormes sur les masques, croyez-moi. Voilà. Rappelez-vous sur la vente des masques sur les masques. Voilà. Rappelez-vous que ici, quand je mettais en cause la gestion par l'État en disant que là, on est en train de nous enfumer, vous me répondiez... Non, pas moi. Certains pas moi. Ici, mettez-moi en dehors de tout ça. Certains ici me répondaient que non, mais tout le monde a fait les mêmes erreurs, ce sont des erreurs. Enfin, là, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'en fait, quand vous cherchez à cacher une erreur, est-ce que c'est encore une erreur que vous cherchez à cacher? Si c'est des erreurs et que tout le monde les fait, alors pourquoi est-ce qu'on cherche à ce point à les cacher? Peut-être. Et pourquoi est-ce que c'est encore secret défense? Bien sûr. Je voudrais vous faire observer un point. Outre-Atlantique, Trump dit « Moi, je vais tout déclassifier. » Le 11 septembre, Kennedy, tout ce que vous voulez, je vais déclassifier. Ici, il n'y a pas un parti d'opposition, même pas un, que ce soit de Bardella à Mélenchon, personne ne veut déclassifier ce qui s'est passé pendant le Covid. Personne ne veut effectivement lever le secret défense. Parce que je vous le dis aussi, Fabrice, il y a eu des énormes magouilles, des tests en pharmacie, des masques, il y a une économie parallèle qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont multimillionnaires. Alors qu'il y a des Français qui travaillent, qui se lèvent tous les jours, comme je l'ai dit, et qui le 10 du mois sont en galère. Et il y a des mecs qui ont fait des magouilles énormes sur le dos du Covid et qui sont aujourd'hui multimillionnaires. Non mais je vous le dis. Et ça, on l'a laissé passer. Ça, on laisse passer. C'est comme les dealers, c'est comme tout. Vous savez, je vous le dis, quand vous faites des magouilles, franchement,
Vous êtes limite remercié par l'État. Ici, le mot de scandale. Bien sûr, c'est un scandale. Il dit de long en long qu'on était face à un scandale d'État. Je veux dire que quand même, je vous signale un truc, je vous rappelle un truc. Buzyn avait dit dans la colonne du journal Le Monde qu'elle avait envoyé un message au président de la République pour l'avertir de ce qui allait se passer et que ce dernier avait fait la sourde oreille. On a demandé, c'est pour ça qu'on a déposé plainte, en disant si c'est vrai, on a un scandale. Qu'est-ce qui est écrit? Elle est où la transparence? La grande transparence d'Emmanuel Macron promise en début de quinquennat, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle s'est éteinte en même temps que la raison dans le Covid. Ah, c'est vrai que c'est très très problématique ce qui a été dit. On laissera Géraldine Maillet parler à la fin, parce que c'est une des plus grandes défenseuses de vaccins et du Covid et de la gestion du Covid par la France. Elle trouve qu'on a géré ça d'une manière exceptionnelle, mais elle ne connaît pas les dessous de tout ce qui s'est passé. Moi, je connais. Contrairement à moi, qui suis peut-être mieux placé que vous, Géraldine, moi, je connais même les dessous et les magouilles énormes qui ont été faites autour de cette crise sanitaire. C'est incroyable, je peux vous dire. C'est des milliards d'euros encore. Je vous le dis, des milliards d'euros encore, je vous le dis, Fabrice de Vidio. Donc c'est encore des milliards d'euros qui se sont envolés avec des mecs qui sont en train de certainement, là, d'être sur un yacht, en train de dire merci au gouvernement. Voilà, oui. Au début, quand ça a démarré, qu'il y avait la pénurie de masques, il y a plein de gens qui ont essayé d'en importer, j'en faisais partie, et on avait interdiction d'importer des masques, alors qu'il y avait une pénurie. Jusqu'à temps que certaines grosses entreprises françaises fassent rentrer leurs masques, qui sont rentrés en grande distribution. Et ensuite, on a eu le droit de ramasser les miettes et d'importer nos masques. Non, mais vous savez pas le nombre de gens qui se sont gavés grâce au Covid. Mais je vous le dis, il y a des milliardaires du Covid. Aujourd'hui, mais je vous le dis. Voilà, je vous le dis, il y a des mecs qui sont milliardaires grâce aux monnaies comme le Bitcoin, etc. Il y a des milliardaires du Covid. Il y en a qui s'enrichissent dans toute guerre. Là, c'était une guerre. Oui, exactement. Mais s'enrichir, oui. Mais s'enrichir sur le dos des Français et sur le dos du gouvernement qui va après réclamer aux Français de l'argent parce qu'ils ont 3,3 milliards de dettes. Là, les mecs, moi, il va falloir m'expliquer un moment. Enfin, pardon Cyril, mais quand même, venir s'enrichir sur le dos du gouvernement. Oui, enfin, non. Ou alors le gouvernement enrichit ses copains. Oui, exactement. Non, mais Fabrice, ce que je veux dire, c'est que quand on a 3,3 milliards de 3 000 milliards de dettes et qu'on vient demander aux Français une nouvelle contribution et qu'il y a des mecs au gouvernement qui te disent il y a 2 jours, les retraités qui prennent plus de 1 000 €, on va aller leur chercher l'argent. Les mecs, alors que tu as des mecs qui sont là en Aston Martin ou en Ferrari ou en Lamborghini parce qu'ils ont fait des magouilles pendant le Covid. Les mecs, c'est bon. Mais là, tout le monde est content. Vous avez dit quoi qu'il en coûte. Pas quoi qu'il lui en coûte, quoi qu'il nous en coûte. Exactement, oui. L'aspect économique, il y a l'aspect humain. Je pense qu'il y a plein de gens, et on en fait partie, qui ont l'impression de s'être fait voler 2 ans de leur vie à cause de la gestion du Covid. C'est pour ça que l'État aussi ne veut pas dire la vérité, parce qu'on a été privé de liberté. Mais il y a surtout un gros aspect économique. Privé de travail pour certains, privé de sortie. Et ma question pour Fabrice, vous qui êtes avocat, qu'est-ce qu'on serait en mesure de demander à la France au-delà de la vérité? Est-ce qu'il y a un préjudice? Enfin, pour moi, il est... Ça dépend. Si vous me demandez qu'est-ce qu'on devrait normalement obtenir dans un État de droit, je vous dirais déjà la vérité. Une cour de justice de la République qui ne viendrait pas effectivement en grande pompe dans la presse vous expliquer que circuler, il n'y a rien à voir et que probablement les ministres vont être ainsi dans un non-lieu. Premier élément. Ouais. Deuxième élément, moi j'ai agi en responsabilité de l'État en disant, mais attendez, notamment sur les masques, notamment sur le confinement, en disant, moi je ne comprends pas, à un moment donné, on doit pouvoir obtenir une indemnisation. On nous a répondu, oui, certes, il y a peut-être une faute, mais il n'y a pas de préjudice. Donc voilà, on est content d'apprendre que finalement on s'est fait voler 2 ans de notre vie sans préjudice. Exactement. Et la vérité, c'est que dans un État, dans une république bananière, c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. On est dans une république bananière. Géraldine Maillet, qu'on attend depuis tout à l'heure. J'ai très envie de lire ce livre parce que j'adore le travail de David Lhomme et je suis sûre que ça se lit comme un thriller palpitant. Merci. Mais je ne l'ai pas lu, donc c'est compliqué de commenter tous les... c'est compliqué de parler d'un livre qu'on n'a pas lu en disant en gros, ils ont raison et c'est génial ce qu'ils disent. Non mais on vous a donné les extraits. Oui. Non mais qu'est-ce qu'il y a sinon ne participez pas au débat, on va laisser parler Gilles Verdez. Non mais ne participez pas. Je me doute que dans le cadre d'une pandémie mondiale... Vous savez qu'il y a des gens qui ont fait d'énormes malversations sur le guerres. Mais Géraldine Maillet, on en a marre de comme toutes les guerres. Vous voyez, on en a marre. Les Français veulent plus entendre ça. Arrêtez un peu, Géraldine Maillet. Mais moi, ça m'intéresse, Géraldine, dans votre réaction. Mais moi, ça m'intéresse plus. M'intéresse votre réaction. C'est ce qu'ils disent là. Et sur les tests, les magouilles des tests. C'est intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'Élysée qui est venu effectivement demander au président de l'Assemblée de modifier son texte devant les juges. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça ne me choque pas. Parce que j'estime que dans une pandémie mondiale, où on était complètement à tâtons, où on a fait sans doute des erreurs, on a tâtonné. On n'a fait que des erreurs. Moi, je ne le pense pas. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, ça s'appelle un crime fédéral? Bien sûr.
C'est un crime fédéral, ça. Nous verrons. On est en France, c'est notre spécificité. Et en France, c'est pas un crime. Et je me dis que dans le cas d'une pandémie planétaire, donc on a le droit, forcément, il y a des éléments de langage. Oui. On est dans une crise majeure. Il y avait des éléments de langage qui étaient donnés pour que justement il y ait une sorte de Non, attendez. On parle pas de ça. De cordon sanitaire. Non, excusez-moi, on parle pas de ça. On parle pas d'éléments de langage, on parle pas de communication. On parle de l'Élysée, qui, selon les auteurs de l'enquête, est intervenu directement auprès du président de l'Assemblée nationale, donc le législatif, pour aller mentir devant l'autorité judiciaire. Si ça, c'est pas un motif de destitution du président de la République, donnez-moi-en un. Ça ne me choque pas. Ça vous choque pas? Pendant la crise du Covid, rien ne me choque. Mais je veux dire, ça ne vous choque pas. Spécifiquement, non, ça ne me choque pas. On va lui poser une autre question sur les masques, qui sont une énorme supercherie. Il faut savoir, parce qu'à l'époque de la crise du Covid, vous disiez que les masques, ça ne sert à rien et tout ça. Alors maintenant, les masques, il y en a qui se sont enrichis grâce aux masques. Non, mais mettre des masques ou pas des masques? Mais alors, la mauvaise foi de Géraldine Maillet. Laissez-moi vous parler, Fabrice, parce que je ne veux même pas l'écouter. Je ne veux même pas l'écouter parce qu'on a toujours dit ici, vous avez été le premier à le dire, que les masques, c'était une énorme supercherie, comme ce qui sort dans l'enquête de Davé et l'Homme. Et je vais vous dire autre chose. Quand on dit, mais elle raconte n'importe quoi, on a été obligé de mettre des masques. Donc, non, mais c'est bon. Et il y a des gens qui sont devenus multimilliardaires grâce aux masques et grâce à des magouilles de masques. Pendant les crises financières où les gens perdent leur emploi, perdent leur économie, il y a des gens qui deviennent milliardaires aussi. Oui, mais pas sur le dos des Français, et pas sur le dos de l'État. Non. Et pas en faisant des magouilles. Je suis désolé. Il y a une question qui me vient. Il y a les magouilles des tests, les magouilles des faux vaccins. Arrêtez, il y a une économie parallèle qui est énorme. Alors qu'est-ce qui bien sûr. Mais elle, rien ne la choque. Est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Est-ce qu'il y a un truc dans cette crise c'est quand Mbappé là, ça m'a choqué, là, quand même. Parce que bon, ce qui vous a choqué... Mais je vais terminer ma phrase, parce que ce qui vous a choqué, c'est les antivax. Ça, j'ai compris. Les antivax vous ont choqué, d'accord? Ils sont responsables de tout. Mais une fois qu'on a transcendé... Très bien. Bien sûr. Une fois qu'on a transcendé la question des antivax qui vous choque, est-ce qu'il y a un truc qui vous choque? Là, le fait qu'on demande à un président de l'Assemblée nationale de mentir, ça vous choque pas? Non, rien ne la choque. Dans ce cadre-là, qui était une raison de, on va dire, comme un cas de guerre, un cas de force majeure, je trouve qu'à ce moment-là, le président avait ce droit-là, pour moi. Même si pour vous, ça vous choque. Mais précisément pas, il n'avait pas ce droit-là. C'est là où vous vous trompez. Non, mais je sais, d'un point de vue légal, mais je pense que tout était remis à plat. Vous savez qui a dit ça le dernier? C'est le maréchal Pétain. Ça s'appelle la parenthèse constitutionnelle. Alors, dans notre tyrannie... C'est exactement ça. C'est vrai que c'est lui qui l'a dit ça. La parenthèse constitutionnelle. En droit public, ça s'appelle la parenthèse constitutionnelle. Pendant la période de la France, la France de Vichy... Il y a aussi la théorie des circonstances exceptionnelles. Oui, si vous voulez, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Le Conseil d'État l'a pas reconnu. Donc, je disais, il l'a pas reconnu, le Conseil d'État. L'état de droit continuait à fonctionner. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui dit juste, Géraldine, le masque était inutile, vous dites, et ça n'empêche pas que certains se soient enrichis dessus. Bien sûr qu'il est obligatoire. Bravo Loïc. Vous nous donnez une leçon de, il ne faut pas être cynique pendant les crises. Non, je vous donne une leçon, Géraldine Maillet, ouvrez les yeux parce que... Par exemple, à Los Angeles, il y a des gens qui ont des maisons qui n'ont pas brûlé, le prix de l'immobilier. Alors, mais oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas sur le dos, il n'y a pas de magouille là-dedans, mais pas du tout. Mais dites pas de bêtises, on a envoyé des millions de masques à la Chine alors qu'on n'en avait pas ici. Qu'est-ce que vous racontez comme conneries? Oui, à 94%, merci au public, merci encore. Qui croit, voilà, c'est le monde des bisounours, c'est la raison qu'elle y reste. Merci. Merci d'être avec nous. Il est 20h47, merci, on n'a pas le temps. On est en direct, il y a Big Laoui qui est là avec Amaury. Bonjour Amaury, chérie. Ça va mon chéri? Juste après, il y a Victime. Juste après, touche pas mon poste, ça s'enchaîne direct. Victime, c'est notre nouveau magazine. Vous allez voir, c'est incroyable. Incroyable, des témoignages de fous. Juste Fabrice Divisio. Juste avant la pub, et je suis d'accord et je suis témoin. Géraldine Maillet m'a dit qui s'est enrichi avec le Covid. Géraldine Maillet, c'est les bisounours. Je lui ai dit Fabrice Divisio en vanne, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'escrocs qui se sont enrichis grâce au Covid, sachez-le. Et madame s'en fout total. Voilà, donc vous vouliez lui répondre. Vous allez est-ce qu'effectivement vous soulignez ce soir publiquement que je me suis enrichi avec le Covid? Ah ben bien sûr, je vous ai goinfré. Très bien, on se voit dans le 17e correctionnel. Pardon? C'est une correctionnelle. Dans la 17e correctionnelle en diffamation. J'arrête là. Je suis d'accord. On n'en parle plus. Je suis d'accord. Non, cette fois-ci, il y a un moment, Géraldine, il y a un moment donné. Je suis d'accord. Non, mais attendez. Je vais vous apprendre la différence entre le spectacle et la vraie vie. Bravo. Bravo. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec lui. À un moment donné, Géraldine, vous aurez tout le loisir dans la 17e correctionnelle d'apporter les éléments au soutien de votre affirmation. Non, mais il n'y a pas de débat. On va pas le faire ici, le débat. C'est correctionnel. On va pas le faire ici, le débat. On va le faire dans la 17e correctionnelle. Bonne soirée. Merci à vous. J'espère qu'il gagne parce qu'il a jamais gagné. C'est bon. Merci, vous avez raison. C'est une correctionnelle. Bravo Fabrice. Bravo Fabrice. Je propose qu'on l'applaudisse. C'est une correctionnelle.
Il a raison, c'est une correctionnelle. Merci. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Vous entendez? Très bien même. Ah, les deux fonctionnent bien. Ah, très bien. Bah, si tout fonctionne chez vous, ça va. Putain, le Macumba va fermer. Non. Eh oui, Macumba. La boîte, le dernier Macumba. Ah oui, c'est culte. Le dernier des Macumba va fermer. C'est dans la banlieue de Lille, c'est à Anglo. Il ferme le 23 février, donc prochainement. Il faut savoir que le premier Macumba en France avait été inauguré en 1966. Ouais, mais oui, il y en avait 23 à peu près. Oui, oui. Et voilà, donc c'est comme ça. Et Jean-Pierre Madère doit être triste, celui qui... Alors Jean-Pierre Madère, évidemment. D'ailleurs, oui, il a fait le tube de l'été 85. Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port. Alors c'était une chanson qui n'était pas pour lui au départ. Non, c'est vrai, c'est pour il l'avait donnée à Philippe Laville, qui n'a pas voulu. Il a préféré taper sur des bambous, Philippe. Et alors, il avait fait 1 million d'exemplaires avec ses bambous. Et on lui a proposé Macumba derrière. Alors c'est Oh Macumba. Mais c'est pas Oh Macumba, c'est pas une fille, c'est Oh Macumba, c'est le lieu, le Macumba. Ah oui. Oh Macumba. Dans les paroles de la chanson. Elle danse tous les soirs. Ah ouais. On savait, hein, c'était un lieu. Non, on croyait vraiment qu'on pensait que Macumba c'était une fille. Non, parce que quand on écrit les paroles de la chanson, on met O, O-H. Oh Macumba, comme si on parlait d'une personne. Alors que c'est un lieu, c'est AU. Merci, très bien. Allez, Bob Sinclair a-t-il complètement refait son visage? Alors ça, c'est le gros bavardage du moment. Parce qu'il a mis sur les réseaux sociaux des messages régulièrement sur Instagram. Et puis, il est méconnaissable. D'ailleurs, alors il a perdu un peu de poids, j'imagine. Alors, il y a le bavardage, c'est on ne sait pas si c'est une blague, si c'est un coup de com' pour son album qui sort prochainement, ou tout simplement si c'est une opération chirurgicale. C'était un buzz, on l'avait vu venir, et c'est très fort de la part de Bob Sinclair, hein, voilà, qui a créé le buzz pour son nouveau site titre. Take It Easy on Me. Et la vidéo, c'est I Am Beautiful aussi, il a fait une vidéo très fort, bravo à lui. Alors il y en a qui l'appelaient Botox Sinclair et Bob Danoff. Bien sûr, exactement. Non mais franchement, il est très drôle, bravo à Bob en tout cas. Mais oui, c'est réussi en tout cas. Marc Lavoine, il a une nouvelle passion, tiens. Oui, sa nouvelle passion, on parle de lui en ce moment tous les jours. C'est vrai, qu'est-ce qu'il a? Alors, il était invité chez Pascal Praud, ce matin d'ailleurs, et à l'occasion de son livre Quand arrivent les chevaux. Alors il a deux passions évidemment. Sa première passion, c'est Adriana. Je sais. Il est toujours très love d'elle. Mais il a une passion, c'est la peinture. Vous savez qu'il peint. Il peint maintenant et c'est plutôt pas mal. Bon, il faut qu'il ait une vibration avec les gens qu'il fait. C'est des portraits qu'il fait. Alors il a fait Serge Reggiani, Catherine Ringer, il a fait Baudelaire, Apollinaire, bien sûr, Jean-Michel Basquiat et bien sûr Adriana. Et le portrait d'Adriana, il l'a collé au dos de la porte. Incroyable. Chez lui. Mais ce qu'il faut rappeler, chez Pascal Praud, il est revenu sur son enfance. Vous savez qu'au départ, il ne devait pas s'appeler Marc. Il devait s'appeler comment? Sophie? Il devait s'appeler Brigitte, parce qu'on attendait une... Parce qu'on est en 1962, il n'y a pas d'échographie. Donc quand on attendait un enfant, on choisissait deux prénoms dans l'attente de la sortie. Très bien. Et à un moment donné, quand ils ont vu que c'était un garçon, ils ont dit, bon, on va l'appeler Luc. Mais le grand-père s'est opposé qu'on l'appelle Luc. Parce qu'à l'envers, ça faisait cul. Il a dit, jamais on appellera mon petit-fils Luc. Pas possible. Non, vraiment que le grand-père a dit ça. Le grand-père a dit en verlan, ça fait... Marc Lavoine m'a raconté personnellement cette histoire. Il n'a pas fait d'ailleurs ce matin, chez Pascal. Heureusement qu'il ne s'est pas appelé Jean-Luc. Hein. Ah oui, c'est vrai, faut dire les choses, Ça c'est drôle. Et au-dessus de son lit, quand il était petit, il avait 3 posters. Che Guevara. On n'a plus mamie là. Alors, on l'a perdu. Angela Davis. Et Love Amour. Merci. Allez. Meghan et Harry, détestés par leurs voisins. Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors là, c'est un problème chez les Sussex. Parce qu'en fait. Les Sussex? Le duc et la duchesse de Sussex. C'est-à-dire Meghan et Harry. Les Sussex à l'année. Ils sont à Monticchito, vous savez, à côté de Santa Barbara, où ils habitent désormais depuis 2020, je le rappelle, puisqu'ils ont quitté l'Angleterre. Et puis, Vanity Fair a fait une enquête sur le couple et ils ont interrogé le voisinage. Alors, ils les trouvent, pour certains, prétentieux, fourbes, pas écolo du tout, parce que les robinets fonctionnent jour et nuit. Ah ouais? T'es sûr que c'est... Oui, les robinets, parce qu'ils sont toujours appelés. Les parois sont fines. Hein. Ouais. Surnommés. Alors, ils les appellent là-bas les vilains locaux. La seule personne qui les a défendus, c'est Sharon Stone, leur voisine. Elle les adore, elle les trouve généreux, soucieux et très impliqués dans la vie communautaire du quartier. Très bien, merci. Heureusement que Sharon Stone est là. Eurovision, tiens, un truc de fou.
Ah, ça oui, ça c'est une révélation d'ailleurs. Parce que vous savez que l'Eurovision se déroulera cette année, le 17 mai 2025, en Suisse, à la Halle Saint-Jacques de Bâle. Et au départ, vous savez que cette année, il y a 38 pays. Mais il n'y en a plus que 37 ce soir. La Moldavie vient de se retirer de l'Eurovision. Alors, les raisons, elle était là-bas depuis 2005 au concours de l'Eurovision, la Moldavie. La raison, c'est la qualité musicale baisse d'année en année. C'est la raison qu'elle donne. Et à l'heure où on parle, il y a encore une quinzaine de pays qui ne sont pas sûrs de rester le 17 mai prochain, pour des raisons financières et pour des raisons musicales essentiellement. Très bien. La personne qui va représenter d'ailleurs l'Israël cette année, je vous l'annonce, c'est une vie survivante des attentats du 7 octobre. Incroyable. Qui représentera cette année l'Eurovision. Incroyable, exactement. Elle a 24 ans, exactement. Beyoncé, qu'est-ce qu'elle a? Alors, Beyoncé, elle était en litige avec sa fille, Blue Ivy Carter. Et elle a 13 ans. Elle a eu 13 ans cette semaine, d'ailleurs, en début de semaine. Et elle a un problème avec... Elle est très douée déjà à 13 ans. Elle sait chanter, elle sait jouer à la comédie, elle peint, elle dessine, elle écrit des poèmes, elle chante des chansons. Elle est géniale. C'est elle qui fait la voix dans le 4e épisode du Roi Lion au cinéma. Oui, c'est quoi l'histoire des portes, là? Alors, elle a un problème parce que elle est claustrophobe. Elle ne supporte pas qu'il y ait des portes dans la maison, du tout. Ah ouais? Donc, elle a dégondé toutes les portes. Merci, ok, c'est bon. Et surtout, juste les toilettes et la salle de bain. Merci. Vous êtes pressé ce soir, hein? Non, mais non, pas du tout. Ah oui, d'accord. Non, mais... correctionnel. Rappelez Fabrice. Je te dis, correctionnel. Je te dis, comme Maillet, correctionnel. Gilles Verdez, refuser des rapports sexuels, est-ce que c'est considéré comme une faute en cas de divorce ou pas du tout? Il y a un rebondissement. Un rebondissement incroyable. Et pas du tout, Cyril, parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé qu'une femme qui refuse des relations sexuelles avec son mari ne peut pas être considérée comme fautive lors d'un divorce. Alors, la France est condamnée. Donc, cette requérante, c'est une Française de 69 ans. Son mari obtient le divorce à cet ordre exclusif parce qu'elle cesse à un moment d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis plusieurs années. Elle dit qu'il a un comportement inadapté avec elle et avec leur fille handicapée. Donc, le process est très long. Et en juillet 2018, le juge aux affaires familiales à Versailles estime que le divorce ne peut pas être prononcé pour faute et que les problèmes de santé de l'épouse justifient l'absence durable de sexualité. Mais il y a un appel qui est formulé et elle perd. Eh bien, elle va devant l'Europe et elle gagne. Elle forme un pouvoir en cassation qui est rejeté, mais la Cour des droits de l'homme lui donne raison. Donc maintenant, il n'y a plus de faute quand vous divorcez après avoir refusé des rapports sexuels. Eh bien, Fatou doit être contente. C'était pour ça. C'est tout ça pour ça. Non, mais c'est important de le dire, merci. Tiens, d'ailleurs, un homme interpellé, il gardait chez lui le corps de sa grand-mère, morte depuis 2 ans. En fait, c'était en début de semaine à Marseille. Les marins-pompiers sont prévenus pour un homme qui souffre de troubles psychiatriques et qui est en pleine crise chez lui. Ils sont prévenus par les voisins. Les pompiers se rendent sur place. C'est au 20e étage d'un grand immeuble. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils tombent sur cet homme de 53 ans, mais pas seulement, sur effectivement le cadavre d'une dame âgée d'environ 90 ans, qui s'appelait d'ailleurs Mireille, qu'il présente comme étant sa grand-mère, et dont le corps est en état de putréfaction assez avancé, ce qui laisse entendre qu'il serait là depuis très longtemps. Et effectivement, cet homme va confier aux marins-pompiers que sa grand-mère est morte en avril 2023, donc près de 2 ans, et qu'il l'a laissée là, avec les odeurs, etc., et qu'il avait vécu avec elle. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est lui qui l'a tuée? Est-ce qu'il a voulu la garder avec elle parce qu'il avait de l'affection pour elle? Ou est-ce que c'est simplement à cause de ses troubles psychiatriques? En tous les cas, il va y avoir évidemment une autopsie pour le savoir. Affaire Coé, bientôt un procès. On a 2 procès là qui arrivent, un pour Coé et un autre. Il y a un gros rebondissement dans l'affaire Coé. Oui. Donc, il y a une femme de 42 ans qui avait été placée en garde à vue en octobre dernier. On en avait parlé ici et elle avait été relâchée. Il y avait eu des vérifications qui avaient été faites. Cette femme, elle était soupçonnée de tentative d'extorsion de fonds, de dénonciation calomnieuse et de harcèlement par Coé. Rappelons que Coé est mis en examen pour viol. C'est Coé. Coé. Pour viol et agression sexuelle. Pas Coé. 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 Il nie. Coé. C'est Coé. Coé. Voilà. Coé. Benoît Coé. Non, c'est Sébastien. Sébastien Coé. On parle pas du même. Benoît, c'est un joueur de foot. Sébastien Coé. Donc, cette femme avait été placée en garde à vue. Elle a été relâchée et après les vérifications, les enquêteurs l'ont placée de nouveau en garde à vue le 13 janvier. Eh bien, elle va être jugée le 2 mai
pour extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et harcèlement. Alors c'est une grande victoire pour la défense de l'animateur, parce que lui, il nie et il a toujours dit que tout ça était un complot ourdi autour de lui. Voilà. Ce soir, une de ses avocates, Maître Dousselin, n'a pas réagi, mais le parquet de Nanterre confirme, l'intéressée a été déférée. Voilà, elle sera jugée le 2 mai. Alors j'ai eu Julie, parce que Julie, donc c'est une des accusatrices de Coé, qui l'accuse de viol, et on a beaucoup dit que Julie pouvait être mêlée à cette affaire d'extorsion de fonds. Elle campe sur ses positions. Ce soir, elle m'a dit, je maintiens, je ne connais pas cette dame de 42 ans, je n'ai pas été interrogée sur cette affaire, je n'y suis pour rien. Et j'ai une information par rapport à l'affaire d'agression sexuelle et de viol. Je rappelle que Coé nie formellement. Eh bien, il va y avoir une confrontation. Et cette confrontation, d'après mes informations, aura lieu bientôt, puisqu'elle est prévue en février. Donc les deux affaires vont avancer, mais l'affaire qui sera jugée le 2 mai, c'est bien celle que dénonce Coé d'extorsion de fonds. Affaire Coé, donc bientôt un procès. Oui. Affaire Maillet, également bientôt un procès. Pour dénonciation calomnieuse, intimidation. Apparemment, il y aurait une correctionnelle. Fabrice Divisio, je viens d'avoir les informations. Fabrice Divisio, apparemment, veut en découdre et Dieu sait que je le comprends et je le soutiens dans son combat. Allez, condamné pour viol sur mineur. Il est finalement remis en liberté pour une raison incroyable. Oui, c'est une affaire typique qui montre les problèmes de l'encombrement de la justice et des lenteurs des procédures. Il y a pile un an, en janvier 2024, un homme a été condamné. Cet homme, il avait 43 ans pour avoir violé sa nièce qui est une jeune adolescente et qui n'a que 13 ans. En janvier l'année dernière, cet homme est donc condamné, reconnu coupable et condamné à une peine très lourde, évidemment, vu la gravité des faits, 10 ans de réclusion criminelle. Mais cet homme fait appel de cette décision. Et donc, à ce moment-là, la justice a 1 an pour trouver une nouvelle audience pour juger le procès en appel. Et l'ennui, c'est que ce délai n'a pas été respecté, à tel point que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a décidé de remettre cet homme en liberté, qui pourtant devait en principe purger une longue peine. Évidemment, ça pose 2 énormes problèmes. Le premier problème, c'est la question de la récidive. Cet homme, il est alcoolique, violent et peu fiable selon son entourage. Et puis, vis-à-vis de la victime, qui se dit que son bourreau est dans la nature. Et le deuxième problème, évidemment, c'est que cet homme, il est de nationalité malienne, il est SDF sans emploi, il n'a aucune garantie de représentation. Et donc, évidemment, catastrophe. Extrêmement probable qu'il ne se rende pas au procès en appel, qu'il prenne la poudre d'escampette et qu'il ne fasse jamais les 10 ans de prison pour lesquels il a été catastrophique. Catastrophique, une fois de plus. On voit ce pays part en cacahuète, vous le savez, on vous le dit tous les soirs. Tiens, Gilles Verdez, il gagne 9 millions d'euros à la loterie, son père l'oblige à continuer à travailler. Absolument, ça se passe en Écosse, c'est un jeune qui fait des études de chauffagiste, il a gagné, mais il a dit « je n'arrête pas de travailler, mon père ne me le permettra jamais » et d'ailleurs, il faut se lever le matin, il faut avoir un but dans la vie, c'est pas parce qu'on a 9 millions d'euros qu'on doit s'arrêter. Alors il va faire plaisir à sa famille, il va régler le loyer de ses parents, il va leur permettre d'acheter une maison, mais néanmoins, il continue à bosser comme si de rien n'était. Décision du père. Exactement. Allez, il perd son travail et mise 5 euros au poker en ligne et une histoire incroyable. Histoire incroyable. Alors, c'est un quadragénaire. C'est Géraldine Maillet qui joue au poker, qui pourra le faire en prison prochainement. Donc, c'est un quadragénaire de Digne-les-Bains. Et le 31 décembre 2004. Placard. Correctionnel. Le 31 décembre démarre très mal pour lui. Il est viré, il perd son boulot. Ça vient à une période financière difficile pour lui parce qu'il a des impôts impayés, il n'arrive pas à payer son loyer. Donc ça va très mal. Il est dans le métro à Paris, vers la gare Saint-Lazare, et il y a un collègue qui lui dit « Bon, au point où tu en es, joue au poker en ligne ». Et il mise 5 euros, alors c'est un tournoi express. Il mise 5 euros, et puis les tours passent, et à la fin, il va toucher une carte, je crois le 6, qu'il n'avait que 3% de chance d'avoir. Et il voit qu'il gagne une somme. Il pense gagner 1 000 euros. Il est tout euro. Et puis, il vérifie. Tout euro. Ah non, mais ça va. C'est joli. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien, Gilles. Il est heureux, mais c'est pas 1 000 euros, c'est 800 000 euros qu'il a gagné. C'est incroyable. Il se met à pleurer dans le métro, il remercie son collègue, ça va le sortir de tous les problèmes. Il va acheter une résidence principale en région parisienne, investir dans l'immobilier. Et lui aussi, comme notre joueur qui a gagné 9 millions en Écosse, il a promis que l'argent ne va pas le changer, qu'il va rester le même. C'est une belle histoire. Incroyable, très fort. Très fort, merci. Les autres que ça change. Ouais, merci, on ne m'arme pas. Enlèvement, séquestration, GIGN et doigts coupés. Alors ça,
l'incroyable prise d'otage du roi de la crypto-monnaie en France. C'est un truc de fou, ce qui s'est passé. Oui, c'est une histoire horrible. Un homme, en fait, a été enlevé avec sa femme ce mardi dans un petit village dans le Cher, chez lui. Et cet homme, effectivement, ce n'est pas n'importe qui. C'est un brillant entrepreneur français qui s'appelle David Balland, qui est le cofondateur de l'entreprise Ledger, une licorne française qui a extrêmement bien marché, puisqu'elle a été valorisée en 2021 1,5 milliard de dollars. Et donc c'est cet homme, avec sa femme, qui a été kidnappé mardi dernier. Et les kidnappeurs, évidemment, ont demandé une rançon à ses proches en crypto-monnaie. Et pour montrer leur détermination, c'est assez terrible, selon le Parisien, incroyable, ils auraient coupé un doigt de cet homme et l'auraient envoyé à ses proches pour montrer qu'ils étaient extrêmement sérieux. Alors, évidemment, l'affaire a été prise extrêmement au sérieux par les forces de police. Rien n'a fuité dans la presse, tout a été fait de manière très secrète. Et le lendemain, mercredi, le GIGN, avec une action extrêmement musclée, a réussi à retrouver David Balland, à le libérer de ses ravisseurs, à en interpeller 4 d'entre eux. Et le lendemain jeudi, c'est sa femme qui, elle, a été donc libérée. Incroyable. Et pareil, là encore, 4 interpellations. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à savoir qui sont les commanditaires et est-ce qu'on va pouvoir remonter jusqu'à eux pour les interpeller? Bien sûr. Avant de parler de Miss France, ça rebondit dans l'affaire Maillet-Divisio, puisque Fabrice Divisio vient de tweeter SMS envoyé ce soir à une collaboratrice. J'ai besoin d'une citation directe contre Géraldine Maillet en diffamation. Regardez la séquence de ce soir. Si vous pouvez me livrer la citation pour correction demain, ça serait top. Postulant habituel sur Paris. Merci. Cette affaire, à mon avis, va faire couler énormément d'encre. Et je pense que Géraldine Maillet sera dans les prochaines semaines derrière, dans le sommaire. 5 affaires du jour. Mais elle sera en photo derrière moi, Géraldine, voilà. Et, contre la prison. Je comprends. Et je me joins, bien entendu, à Fabrice Divisio dans toutes ses démarches. Bien entendu. Miss France, la vérité sur le départ fracassant de Cindy Fabre. Vous l'aviez promis hier, on a les vraies raisons du départ de Cindy Fabre. C'est chaud. Donc elle a annoncé hier qu'elle quittait la société Miss France. Donc voilà les coulisses. Alors je vous donne juste sa citation d'hier. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la fin de ma collaboration avec la société Miss France. Après 3 années intenses et incroyablement enrichissantes. Donc elle est partie, elle avait remplacé Sylvie Tellier. Bon, on sait que c'est du mytho, ça. Ouais. Enfin, non, Cindy, elle a fait le boulot, la peau, mais il y a un truc derrière. Donc c'est quoi l'histoire? Allez. Voilà. Donc en fait, depuis 10 jours, Cindy Fabre était à bout. Donc, à bout elle était à bout. À bout. Raymond à bout? Elle craquait complètement, en fait, et en 10 jours, elle a pris la décision de partir. Ah ouais. Tout a commencé avec l'interview dont vous vous souvenez sûrement de la Miss France, Angélique Angarny-Philopon, sur Sud Radio, lorsqu'elle ne s'est pas déclarée Charlie. Êtes-vous Charlie? Elle ne s'est pas prononcée. Voilà. Ah, c'est ça. Exactement. Donc sur la toile, ça fait un tollé. Et en coulisses également, puisqu'Alexia Laroche-Joubert, la grande patronne, reproche vertement à Cindy Fabre de ne pas avoir assez préparé la Miss France à des interviews comme celle-là et à des questions litigieuses qui peuvent la mettre en mauvaise posture. Ouais. C'est son boulot de préparer, de cornaquer les Miss France. Donc Cindy Fabre se tourne vers la Miss France. C'est chaud l'histoire. Très chaud. Elle se tourne vers la Miss France et elle lui dit... Votre réponse ou ta réponse a été impensable, entre guillemets, impensable, inaudible, intolérable. Mais la Miss France n'avait pas été préparée à ce type d'interview. Donc, certes, elle savait qu'il pouvait y avoir des interviews comme ça, mais pas à ce point-là. En coulisses, ça chauffe entre Cindy Fabre, la Miss France, et Alexia Laroche-Joubert. Le directeur général de la société Miss France, qui est Frédéric Gilbert, lui, il dit à Cindy Fabre, ne parte pas, ça va s'arranger, les tensions vont retomber. Les tensions ne retombent pas du tout. Et Alexia Laroche-Joubert impute à Cindy Fabre la responsabilité de l'interview ratée. Et Cindy Fabre part, certes de son plein gré, mais à bout, elle ne pouvait plus rester, en fait. C'est incroyable. C'est chaud. Alors, franchement, c'est aussi chaud qu'une affaire... Comment Alors, non, c'est bien pire que vous. Vous l'aviez dit hier qu'on saurait la vérité aujourd'hui. Il nous a fallu 24 heures. Bien sûr. Tiens, avant qu'on parle de Bruno Guillon, on vous a déjà parlé de Bonnie Blue, cette femme qui a couché avec 1057 hommes en 12 heures. Oui. Eh bien, il y a un mec qui n'a pas eu de chance alors qu'il faisait la queue pour participer à cette affaire. Sa mère est arrivée. Regardez, je vous jure que c'est vrai. Regardez. Joseph, where's your coat? Downstairs.
Bye, Joseph. Oui, hein. Ouais, c'est incroyable. Alors, il y a un autre truc, tu te le mets dans le cul, la main dans ta gueule. Quand Samuel Etienne, qui est un amour, Samuel Etienne, s'énerve tout rouge, il n'a pas du tout approché qu'on lui reproche de s'être incrusté à l'événement caritatif Stream for Humanity, organisé par le streamer Amine, tué, regardez. Et c'est vrai que, c'est un amour, Samuel, et je comprends, il s'en est pris plein la gueule, mais c'est une bombe de mec, regardez. Quand tu sais pas, en fait, ferme ta. Voilà, on a échangé toute la semaine avec Amine. Ce que j'ai décidé de proposer à Amine, c'est de mettre tous les subs du week-end pour lui. Maintenant, je t'emmerde. Et ce genre de questions, ce genre d'accusations est débile. Tu te les mets avec un gros truc dedans et t'appuies bien fort. Putain, j'en ai marre des casse. Putain, mais avant de raconter de la merde, enseignez-vous. Ma main dans ta gueule, ouais. Non, va te faire sérieux. J'en ai rien à tes excuses à mort moelleux là. Tu fais chier que tes questions de débile. J'adore Samuel. Moi. Alors je le critiquerai jamais parce que j'adore ce mec. Et sachez que s'il touche pas mon poste là aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Samuel. C'est le premier invité. Et c'est un mec exceptionnel, Samuel. Et je peux comprendre que parfois on craque parce qu'il y a tellement des abrutis qui racontent n'importe quoi que je peux le comprendre et je l'embrasse fort, Samuel. Sachez que j'ai fait une interview que je ne vais jamais montrer à la télévision. Ce soir, je décide de vous la montrer. Sachez que je l'ai faite sous un autre nom. Regardez, c'était sur un podcast américain, voilà, pour préparer diverses choses. Rena Malik, regardez. Mon point de vue en tant qu'homme d'apparence classique qui a cette particularité, c'est qu'on voit ça comme un objet. On ne parle pas du sujet en soi. Les gens pensent que c'est une chose positive, mais en vrai, il y a beaucoup d'inconvénients. Je pense que j'ai été un peu gâté. J'ai eu beaucoup d'attention de la part des femmes, alors que je n'en aurais sûrement pas eu si j'étais entre guillemets normal. Voilà, vous l'avez compris, c'est l'homme qui possède le plus long pénis du monde. Il a un appareil génital qui mesure 35 cm. Voilà, c'est à peu près la taille de Fabien. Merci. On embrasse Fabien. Oui, Bruno. Il y a eu des propos très forts tenus par Bruno Guillon. Alors je vais vous raconter l'histoire. On se souvient que Bruno Guillon a été victime d'un homejacking. L'animateur radio. L'animateur radio. Un homejacking dans les Yvelines, c'était en septembre 2023, dans sa propriété. Un homejacking très violent, puisque lui, sa femme et leur fils de 14 ans avaient été menacés, notamment avec une arme de poing. Elle avait été obligée de descendre au sous-sol, menacée par un pistolet dans le dos. Donc hier, devant le tribunal correctionnel de Versailles, c'était le procès des 5 hommes. Il y avait déjà eu 2 mineurs condamnés, mais ce sont les 5 hommes accusés de complicité dans ce cambriolage très violent. Donc, Bruno Guillon et son épouse se sont présentés au procès. Et là, Bruno Guillon, d'ailleurs salué par le procureur à la fin, a été d'un courage incroyable. Et je vais vous lire des déclarations qu'il a prononcées. D'abord, il a raconté ce qui s'était passé. Je suis tout nu au bord de mon lit avec un pistolet sur le front. Je ressens de la honte, de la culpabilité de ne pas avoir pu protéger ma femme et mon fils. Et il a dit aux hommes qui... Les accusés ont été ironiques, ils n'ont pas reconnu leurs responsabilités, ils se sont rejetés les torts les uns sur les autres. Et il a dit, vous avez brisé une famille et un couple, nous sommes condamnés à être malheureux pour le restant de nos jours. Les victimes aujourd'hui, c'est nous. Ils ont brisé la vie d'un gamin de 14 ans. Il avait des rêves d'études qu'il ne fera pas car c'est devenu compliqué à l'école à cause de cette agression. Donc en fait, il s'est livré vraiment et sa sincérité face au côté très détaché des accusés a vraiment ému tout le monde, y compris le procureur. Alors il a aussi dit que c'était très difficile pour lui et il était très amer parce que les jugements publics, notamment sur les réseaux sociaux, à son encontre ont été violents. Certains ont minimisé son expérience parce qu'il travaille dans les médias. Ils lui ont dit « tu t'en remettras ». Même certains ont dit « bien fait pour toi ». Voilà. Donc le procureur de la République salue son courage, sa dignité, la pudeur du couple Guillon. Les débats ont duré 10 heures et les 5 accusés ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de prison. Et même pour le dernier, 12 ans, au-delà de la réquisition de 10 ans. Alors le dernier, ce serait le commanditaire qu'on retrouve dans d'autres affaires et chacun a minimisé son rôle. Et figurez-vous qu'à la fin du procès, comme ils se sont tous rejetés la responsabilité, il y a une tension entre 2 prévenus. Ils se sont battus, des coups de poing ont été échangés à ce moment-là
il s'était insulté dans la journée. Mais là, on ne sait pas très bien pourquoi cette explosion violente, mais ça a marqué tout le monde, Cyril. Merci Gilles. Avant qu'on se quitte, très important, ça rebondit dans l'affaire Fabrice Divisio. Il y a un internaute qui a tweeté « J'espère qu'il va vraiment le faire », vu qu'à la fin, elle a dit « J'espère qu'il va gagner, vu qu'il n'a jamais gagné un procès ». Fabrice Divisio a répondu « Elle est idiote, à supposer que la diffamation ne fut pas constituée par ses propos sur l'enrichissement, du coup, elle le devient par cette affirmation. Il s'agit bien d'une imputation d'un fait faux de nature à porter atteinte à l'honneur et la réputation. N'aurais-je gagné qu'un seul procès dans ma carrière que la diffamation serait constituée ?» Je suis complètement d'accord avec vous. Merci. Allez, tout de suite, nouvelle émission très fort. Victime sur C8. Merci.